là, je devais dealer avec des Haïtiens, des Italiens, des Chinois, avec toutes sortes de communautés différentes que j'avais jamais eu à parler avec eux. C'était une belle expérience de vie rapidement jeune parce que moi, j'avais jasé dans mon village avec d'autres Québécois de souche, avec nos expressions de campagne et tout ça. Ouais, mais aujourd'hui, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut se considérer comme on veut. Ouais, c'est vrai. On peut décider de qu'est-ce qu'on est. Fait que moi, si je veux être haïtien, j'ai le droit. J'ai le droit. Je bois ça au complet puis je parle créole. OK, ben est-ce que tu es capable de me dire quelques mots en créole? Je l'ai pas encore bu. Non. Hey, saute pas les étapes, là. mec, après 3-4 shooters, il y a peut-être 2-3 mots qui vont sortir. Mais pour l'instant, c'est ça. Moi, mettons, en ce moment, je pratique beaucoup l'anglais. OK, mais cool. quand je voyage avec 2-3 drinks, je suis bilingue. Ah ouais? T'es pas sérieux? Ouais, vraiment. C'est un talent, ça. Que le monde qui vont dans les tout inclus vivent aussi. Je n'importe quoi. Mais toi, tu viens pas de Montréal? Non, moi, j'ai grandi en campagne. J'étais un gars de ferme. J'ai grandi sur une ferme. Okay. J'ai travaillé en tracteur. J'ai grandi dans des poulaillers, dans des écuries, dans des étables. Il n'y a pas beaucoup de minorités visibles dans ce coin-là, ça se peut-tu? Non, les gens de la campagne les jugent, les minorités. C'est pour ça que j'ai fait exprès, je te pose la question. Ils sont racistes, ils sont fermés d'esprit. Je caricature. Je caricature, évidemment. Là. Mais non, effectivement, moi, j'ai ma petite école, on était pas mal tous des Blancs. Toutes des Blancs, à l'école secondaire, un petit peu moins, parce que il n'y avait pas d'école secondaire dans mon village. Ouais. Fait que là, on arrivait là, dans la vraie vie. Là, exact. Exact. Mais toi, comment tu as vécu ça là, quand tu arrives dans le vrai monde de Montréal ou aux alentours de Montréal où il y a plus de diversité? Puis, comment tu as vu ça? Est-ce que tes parents étaient à l'aise avec ça? On n'aimait pas ça du tout. Non. C'est vrai? C'est comme bon. Ça tourne déjà, là. OK, il faut que j'arrête de niaiser. Non, ben en fait, moi, je me souviens, c'est une excellente question en passant parce que j'ai connu Montréal à partir de 17-18 ans. Où je venais d'avoir mon permis de conduire et je travaillais sur une ferme où j'ai grandi à Saint-Angèle-de-Mont-Noir et c'est une ferme de poulets de grains. Puis j'allais livrer le poulet à Montréal. À Montréal. Pas livré comme Saint-Hubert ou Benny là, avec des petites boîtes. Là. Livré dans le quartier chinois, des gros restaurants, des épiceries, avec un gros camion. Puis j'ai appris à conduire à Montréal avec un camion que tu peux pas voir en arrière parce que c'est une grosse boîte. Puis devoir me parquer en parallèle, c'est 4 flashers, le monde qui klaxonne. Hyper stressant. La première journée, je commençais à 3h du matin, j'étais supposé finir vers 1h l'après-midi. Puis j'ai fini à 6h le soir. J'étais arrivé à la ferme, je braillais parce que c'était stressant. Puis là, je devais dealer avec des Haïtiens, des Italiens, des Chinois, avec toutes sortes de communautés différentes que j'avais jamais eu à parler avec eux. Puis c'était une belle expérience de vie rapidement jeune parce que moi, j'avais jasé dans mon village avec d'autres Québécois de souche, avec nos expressions de campagne et tout ça. Et là, je me ramassais à, OK, là, maintenant, il y a un Italien, je vais toujours me souvenir, il y avait une grosse boucherie. Pareil comme dans les films de mafia, là, où ce que tu rentres, puis il y avait une vibe vraiment mafioso dans cette boucherie-là. Et là, il y avait le gros couteau dans les mains, puis il regardait ma facture, puis il dit « Non, ça, c'est pas le bon prix, ça, c'est pas le bon prix. » Puis il a pris la facture, il a fait un gros X sur le prix au kilo ou à la livre de ce que j'avais à lui livrer, puis il a mis c'était quoi que c'était supposé être, puis il a signé en bas, puis il a dit « Donneras ça à ton boss. » Puis mes patrons, eux autres, ils étaient très forts à m'aider à me responsabiliser. Fait que la semaine d'après, ils m'ont renvoyé avec la même facture en disant « Non, c'était pas ça le prix. » Puis là, je devais gérer ça. Ou dans le quartier chinois, souvent, ils nous payaient cash, mais évidemment déclaré, mais ils nous payaient cash. Puis on avait, nous autres, une machine pour calculer les billets, puis voir si c'était des vrais billets. Ça arrivait de temps en temps que c'était des faux billets. Fallait que je les ramène. Fait que j'étais dans le sous-sol d'un restaurant de quartier chinois, parce que c'est dans le sous-sol un peu dégueulasse. Désolé pour ceux qui aiment ça, mais moi, j'ai vu les cuisines, puis des fois, c'est pas toujours le temps propre. Puis là, t'es là, puis là, ils comptent l'argent sur un comptoir avec une tête de cochon, puis toutes sortes d'affaires qui traînent, puis bref, le bordel. Puis là, c'est comme... Là, je m'obstinais avec eux autres pour... Ben, c'est pas un vrai 100$, c'est un faux, faut que tu m'en redonnes. Le vrai, c'était ici, puis là, devoir négocier.
Fait que ça a été une belle expérience de vie, puis c'est de là que je pense que j'ai commencé à développer certains talents de communication. Pour vrai? Parce que je suis pas né avec une capacité de bien m'exprimer. J'étais bon, j'avais une grand gueule, on va dire, jeune, où je parlais, puis je prenais de la place, mais je m'exprimais mal, j'étais maladroit, j'avais manqué de confiance en même temps. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont parler bien fort, mais ils n'ont pas une belle estime personnelle, ils n'ont pas une belle confiance en eux, puis ils sont juste désagréables, tu sais. Le monde sont comme, moi, je dis ce que je pense. Non, je suis authentique, t'es pas authentique, t'es désagréable. T'es désagréable, absolument. Il y a de ça. J'étais pas dans ce cliché-là, mais bref, pour ta question initiale de vivre Montréal, moi, c'était ça mon expérience. Ça a été avec le travail, puis de devoir me débrouiller, puis de rencontrer toutes sortes de monde, puis d'avoir du fun, puis d'aujourd'hui, d'avoir des amis dans toutes sortes de cultures. C'est cool, c'est nice. Aujourd'hui, quand on te voit sur les réseaux sociaux, t'as l'air du gars super confiant. C'est le cas. OK. OK, continue. Tu penses que t'as développé ça comment? Parce que tu l'as dit, quand t'étais plus jeune, t'étais un petit cul, t'avais pas nécessairement confiance en toi. Ouais. C'est parti de où, ça? Où ce que Charles Côté, aujourd'hui, ben... Je veux pas dire qu'il... Non, attends. Le premier réflexe, moi, que j'avais la première fois que je t'ai vu, parce que je suis très honnête, j'étais comme, tabarnak, ce gars-là, il se prend pas pour de la merde. Non, moi, c'était ça. Il se prend pas pour de la merde. Tu sais, et j'étais comme, merci, OK. Puis là, je continuais à écouter ton contenu. Puis là, j'étais comme, tabarnak, OK, d'accord. Tu sais, c'est un gars qui est franc, c'est un gars qui est cash. Et c'est pas donné à tout le monde d'arriver à ce niveau d'état d'esprit. Fait que je te pose la question. Mais c'est pas un objectif en soi d'arriver, par exemple, à la vibe que je dégage. Je pense pas que de dire être confiant, c'est être comme drôlement inspirant. Chaque personne a sa couleur, chaque personne a son authenticité, chaque personne a... Tu sais, il y a des personnes qui vont être plus introverties de nature, mais qui peuvent avoir une excellente confiance en eux, une très belle estime personnelle, mais c'est pas eux qui parlent les plus forts, tu sais. Donc, on a une fausse croyance de la caricature de la personne qui est confiante, la personne qui parle fort, qui prend de la place, puis elle rentre à quelque part, on sait que t'es là. Exact. Donc, malheureusement, je représente un peu cette caricature-là, mais en même temps, c'est que je suis sur les médias sociaux, je suis public, je fais des conférences, fait que ça va de soi que j'ai le spotlight sur moi. En même temps, ça permet de pouvoir inspirer des gens. Pour répondre à la question initiale de où j'ai développé ça, mais ça part à la base que j'étais tanné. Moi, j'étais pas bon à l'école, j'étais pas bon dans les sports, j'étais pas bon avec les filles, j'étais gêné, je me sentais bon dans rien. J'étais bon à... Puis ma mère, elle se réussit après le témoigner, elle me couchait le soir quand j'avais 13, 14, 15 ans, tu sais, comme un bonne nuit charte, puis je braillais. Puis je suis bon dans rien, je ferais rien de bon dans la vie. Là. Ben, elle me consolait. Elle m'a redonné dernièrement un livre. Puis je pense qu'il y a la date dedans, puis j'en signé Maman, je t'aime, tu sais, là. Où ce que c'était comment, le titre du livre, c'est comment donner confiance à votre enfant, tu sais. Elle avait acheté ça pour elle quand j'étais jeune, tu sais. Je comprends. C'est drôle aujourd'hui que je suis le gars qui parle de confiance en soi, puis ma mère avait acheté ce livre. Je savais pas, elle me l'a dit il y a quelques années, tu sais. Elle disait, quelle belle ironie. Mais c'est à partir que j'étais tanné, puis j'ai décidé que je voulais changer ça, puis j'ai tombé dans l'univers de la croissance personnelle. Fait, j'ai commencé à écouter des vidéos. YouTube, tu sais, commençait à pas être populaire, mais tu sais, c'était déjà un moteur de recherche que tu pouvais écrire comment être plus confiant, comment devenir riche, puis avoir des réponses en vidéo de personnes qui filmaient du contenu à l'époque. Il y avait beaucoup moins de contenu, mais il y en avait quand même. Puis lire des livres, puis j'ai vraiment tombé dans cet univers-là. J'ai sauté dedans, j'allais à la bibliothèque. Je partais de Saint-Angèle, j'allais jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu en scooter. Ça me prenait 1h30 faire ce trajet-là. Avec mon sac à dos, j'allais acheter des livres. Les gars qui faisaient 1h30 de scooter, c'était plus pour aller... j'essaie de pas trop être vulgaire, mais j'allais dire c'était soit pour aller chercher de la dope ou fourrer, mais moi c'était pour aller acheter des livres parce que je pognais pas avec les filles. Puis je tentais plus de consommer de la drogue parce que je voulais grandir comme humain. Fait que c'est de même. Mais aujourd'hui, j'imagine bien que je pense que t'es marié et t'as une conjointe, mais aujourd'hui tu dois pogner un petit peu plus avec les filles, là. Je sais pas. Je sais pas. On verra. On verra avec le temps. Ça se dit mal dans un podcast. Moi, pogné, si, t'as même. Ben, je sais pas, je veux dire, dans le sens que, étant donné que t'as une plus grande visibilité. Ça change. On s'entend, là, on va se dire les vraies affaires, c'est ça, là, veut ou veut pas, là. Avant, non, mais aujourd'hui, c'est différent, là. Mais sais-tu quoi, quand j'ai. Mais c'est un sujet qui est intéressant, même quand j'ai développé une bonne confiance en moi, par rapport à m'exprimer, par rapport à
développer ma carrière, ma vie professionnelle, j'ai réussi vite à avoir une confiance en moi dans mes capacités professionnelles, mais j'ai été, pendant quand même un certain nombre de temps, limité au niveau personnel par rapport justement aux relations avec les femmes. Moi, ça avait été plus difficile. J'avais de la difficulté à l'aborder. J'avais de la difficulté à passer à l'action de demander, mettons, un numéro de téléphone ou juste d'exprimer un sentiment. Fait que la confiance en soi, c'est pas « j'ai confiance dans tout ». Tu sais, la confiance, c'est tu connais tes compétences, t'as confiance en la capacité que tu as dans un domaine X, mais tu peux avoir super confiance en toi, par exemple, pour faire à manger, mais quand vient le temps de faire un parking en parallèle, là, tu perds tous tes moyens. Donc, il y a plusieurs sphères, puis c'est correct de manquer de confiance dans certaines sphères. C'est-à-dire que c'est correct de l'accepter j'ai une limitation là, mais je pense pas que c'est correct d'accepter de ne rien faire pour s'améliorer. Donc, j'ai travaillé ça également, mais je tiens à le dire parce que sinon, ce serait bien trop beau de dire « Ouais, j'ai lu 2-3 livres. J'ai la confiance en moi. » Exact! Mais non, il y a plein d'affaires où... Puis même encore aujourd'hui, ben, tu sais, je disais dernièrement dans un podcast, c'est quoi ma croyance limitante en ce moment? La personne qui m'interviewe disait « Je sais pas. » Je dis « Ben moi non plus. » Mais quand je vais le découvrir, moi travailler pour le régler. Parce que je peux pas dire « J'ai plus de croyance limitante, j'ai confiance en moi à 100%. » Non, parce que la vie peut t'envoyer des défis où ce que ça te crée un doute. Tu doutes de toi-même. Il y a des gens, moi, qui me disent « Charles, j'ai 45 ans, 50 ans, 60 ans. Quand j'avais 30 ans, quand j'avais 20 ans, et que j'avais confiance en moi, puis je fonçais dans la vie, puis tout allait bien. Aujourd'hui, là, après un divorce, une faillite, des coups durs de la vie, je me sens moins confiant. » Là, tu fais, ben, c'est parce que ce qui t'est arrivé, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Les coups durs de la vie, tout le monde en mange, étape sa gueule dans la vie. Ben oui. Mais tu as pris ça peut-être comme étant une finalité de, ben, voici ma nouvelle identité. Je suis quelqu'un de divorcé, je suis quelqu'un qui a fait une faillite, je suis quelqu'un qui a perdu son emploi, je suis quelqu'un qui. Peu importe. Et là, tu marches avec cette identité-là, sans changer quoi que ce soit. Puis c'est là que tu as un peu moins confiance en toi. C'est là que ton estime personnelle en prend un coup. Fait que il n'y a rien d'acquis là-dedans. Je dois la travailler constamment. Puis je te jure, des matins que je me lève, puis j'ai mal dormi, je suis cerné jusqu'aux genoux, je suis fatigué. Puis là, moi, l'ironie là-dedans, c'est que je suis un gars de croissance personnelle. Fait que je suis censé... Exact. On the top, tu sais. Ben, pas tout le temps. Puis la différence entre la personne qui est victime puis moi qui prends action, c'est que je veux pas me victimiser. Puis j'accepte qu'il y a des journées que c'est plus difficile, mais j'accepte pas que ça soit une finalité puis une réalité de ma vie. Fait que je fais quelque chose pour bouger. Ben, surtout au Québec, je suis sûre que tu as remarqué ça. Les Québécois, on a tendance beaucoup à se victimiser, à chercher des excuses, puis si j'ai pas telle affaire, c'est à cause de mes parents. Bullshit, là. Je veux dire, à la fin de la journée, je sais pas la situation financière de tes parents, là, comment que c'était, mais moi, mes parents sont ordinaires, là, un salaire basique. Même chose. C'est ça. C'est pas... Je peux comprendre que on n'a pas eu... Tu sais, quelqu'un qui me dit, Marsha, j'ai pas eu les mêmes chances que toi. Ça se peut. Ça, je vais croire à ça. À cause de la couleur de peau, à cause de la culture, à cause... Je vais comprendre ça. Mais de dire que ma mère était pauvre, était sur l'aide sociale, puis moi, je dois suivre les mêmes traces, j'ai un peu de difficulté avec ça. Beaucoup. Tu comprends? Il y a des inégalités, puis c'est comme, on peut pas dire... Moi, je dirais pas, tout le monde peut être confiant, tout le monde peut être riche, tout le monde peut réussir. Non! Il y a des inégalités où il existe aussi des choses qui sont incompréhensibles puis qui sont vraiment tragiques, du genre un enfant qui naît puis il a une maladie. Je veux dire, tu peux pas dire à cet enfant-là, hey, jamais... tu développes un peu plus de confiance en toi, ça va mieux fonctionner pour toi. Non, il peut être handicapé, puis il n'y a rien à faire avec ça. Moi, je m'adresse aux gens qui le savent, qui ont du potentiel. Je m'adresse aux gens qui, au fond d'eux, il y a une petite flamme de « OK, je sais que je pourrais faire plus, mais j'ai des croyances limitantes. Je le sais que je suis en santé, je le sais que je suis dans un pays qui s'est rempli d'abondance. Je veux dire, tu peux te plaindre au Québec pour la température, mais tu peux te plaindre sur les taxes. Tu peux te plaindre sur l'impôt, mais tu peux pas te plaindre sur les opportunités. Il y en a plein. Sors de chez vous, il y en a plein d'opportunités. Et là, après ça, oui, mais comment, puis où, qu'est-ce que je fais, puis je suis pogné. Ah, c'est là que je peux t'aider. Tu comprends? Mais la personne qui reste dans de la victimisation tant aussi longtemps que c'est pas elle qui va avoir le déclic de c'est dur, c'est injuste, mais je peux faire quelque chose pour changer, il n'y a personne qui va pouvoir tirer la personne. Tu peux pas tirer sur une fleur et l'aider à pousser. Oui, effectivement. Donc, ces gens-là,
et chacun son processus. Il y a des gens qui vont allumer un petit peu plus tard, puis c'est correct aussi. Chacun son temps, chacun... Puis c'est pour ça que moi, je suis ultra patient avec mon contenu, parce que je suis très conscient que les gens qui me découvrent la première fois, comme tu as dit tantôt, on se prend pas pour de la merde, il y a des gens qui ils commencent en me détestant. Exact. Puis c'est 2-3 ans après, finalement, qu'ils deviennent clients. Ah, c'était... Ouais. On en a plein, là, souvent, dans des cours de formation, je fais lever la main au monde. C'est comme, qui, la première fois qu'il m'a vu sur Internet, ne m'aimait pas. Le 3/4 du monde lève la main. Lève la main, ouais. Parce que je suis venu réveiller quelque chose en eux qui les dérangeait déjà, puis je les ai mis le caca en pleine face. Puis c'est pas le fun, mais après ça, sur le long terme, ils se rendent compte que, ouais, mais peut-être que c'est vrai que je peux faire quelque chose pour m'aider. Puis là, ben, j'ai envie de me faire coacher, j'ai envie de me faire aider par quelqu'un qui va pas me flatter dans le sens du poil, ou me porter une petite couverte pour me réchauffer, mais quelqu'un qui va monter la température dans la pièce pour faire, il fait chaud, là, lève-toi, fais quelque chose. Exact, tout à fait. Puis toi, aujourd'hui, pour avoir l'entreprise que tu as, c'est quoi ton passé, que ce soit académique, ton expérience, ta formation, pour être capable d'aider autant de gens à sortir de leur zone de confort puis débloquer qu'est-ce qu'ils ont à débloquer? Très bonne question. Donc, en fait, moi, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé très jeune dans l'entrepreneuriat. Donc, à 17 ans, j'ai parti ma première compagnie de machines distributrices. À 18 ans, j'ai travaillé dans le domaine automobile. À 20 ans, j'étais directeur des ventes dans un concessionnaire et j'ai fait plein de projets. Puis tout ce temps-là, je travaillais énormément sur moi en termes de croissance personnelle. Oui, lire des livres, mais faire de la formation. Et j'ai pas fait de formation académique, genre, je suis allé à l'université pour être psychologue. J'ai pas passé par ce chemin-là. Parfait. J'ai passé par d'autres chemins. Par contre, aujourd'hui, avec l'entreprise que j'ai, j'embauche des gens qui ont des compétences différentes des miennes. Fait que des gens, par exemple, qui voulaient être psychologues, ils ont juste décidé de pas suivre ce chemin-là, mais ils ont les compétences pour. Aujourd'hui, ils font du coaching avec moi. Donc, c'est pas juste moi qui coach sur tout, parce que je suis pas un coach de vie qui coach sur tout. Exact. J'ai certaines sphères où ce que je suis vraiment bon et d'autres où ce que je laisse ça à d'autres personnes. C'est juste que j'ai le talent dans un thème entrepreneurial pour aller chercher des gens qui ont des talents extraordinaires dans des zones que moi, je suis moins compétent pour venir aider des personnes que je pourrais pas aider. Mais je les attire grâce à mon marketing, grâce à ma visibilité. Je comprends. C'est de même que ça me permet de les aider. Fait que 100% des gens qui me voient la première fois sur Internet vont dire « OK, mais je veux faire affaire avec lui. » Mais quand ils viennent chez nous pour voir comment ça fonctionne le coaching, si on se rend compte que c'est pas nécessairement Charles qui peut t'aider à 100%, ben on a quelqu'un pour toi pour t'aider. Fait qu'on laisse pas les gens comme ça. Et si vraiment on n'a aucune ressource, ben on leur dit qu'on peut pas les prendre comme clients. Mais c'est vraiment le fun parce qu'on aide les gens qu'on sait qu'on peut aider. Fait que c'est pas genre on vend des formations parce qu'il y a un rabais ou parce qu'on c'est ça. on n'est pas là-dedans. Là. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont confiance, la crédibilité. Ça fait longtemps que je fais ce que je fais. On a passé à travers des milliers de formations avec des milliers de clients. Fait que, on a aidé beaucoup de monde. Fait que là, on n'est plus dans un mode il faut faire notre réputation. On est plus dans un mode ça vous tente dessus. C'est qui ça leur tente de venir vivre l'expérience. Puis aujourd'hui, tu as combien d'employés, Charles? Une quinzaine. Une quinzaine. Une OK. quinzaine. Puis est-ce que ton but, ce serait peut-être un jour de rendre ça beaucoup plus grand que le Québec? Non, moi, je vois ça très petit. Là, on est né pour un petit pain. Là. Exact. Tu sais, si j'étais né aux États-Unis avec des parents riches, peut-être que ça aurait été possible. Ouais, peut-être. Mais là, c'est pas possible. Je suis né au Québec d'une famille de classe moyenne, donc je vise la moyenne. Exact. Ben non, évidemment, moi, je vise le top, tu sais, puis j'ai pas de... C'est pour ça que tu as commencé à pratiquer des cours d'anglais? Non, mais tout le monde pense ça. Tout le monde pense ça, mais honnêtement, non, j'ai pas présentement d'idée de développer le marché anglophone pour mon entreprise. Cependant, c'est, je veux dire, inévitable qu'il faut parler anglais. Là. Ouais. C'est clair qu'il faut être bilingue. Si, mettons, tu es au Québec ici, puis moi, vraiment que tu veux voyager. Puis je trouve, le pourquoi je veux vraiment être bilingue, c'est que je veux pas me freiner d'opportunités à cause de la langue. Je trouverais ça vraiment dommage d'avoir une opportunité, mettons, d'investir en Floride ou une entreprise, puis le propriétaire, il est anglophone, puis je pourrais faire affaire avec, mais parce que je parle pas sa langue, ça me freine d'une opportunité. Absolument. Ben, je trouverais ça dommage. Fait que l'une des raisons, l'autre raison, que mes enfants apprennent également l'anglais. Jeunes dans leur vie pour que ça soit un avantage pour eux. Puis un avantage pour moi pour qu'eux me trouvent des opportunités en anglais puis que ça rembourse tout ce que ça m'a coûté les élever.
Évidemment, faut que ça se paye, là, cela, là. Je les aime, mais il y a des limites. Ça coûte une fortune, des enfants. Mais... Ils ont pas demandé à être au monde. J'ai pas demandé d'avoir des souliers Gucci qui a 2 ans et demi. Non. Non. Mais blague à part, c'est pas pour Drôlement Inspirant que je le fais présentement. Il y a beaucoup de monde en francophonie. Là. On pense que c'est juste le Québec, mais pas plus tard que hier, je voyais plein en facturation Belgique, France, Luxembourg, Afrique. Il y a du monde qui parle français un peu partout. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit de l'Australie pour me dire comme hey, je suis tellement content d'avoir découvert ton podcast puis qui est disponible en Australie. Je sais pas sur partir de quelle plateforme, là, mais moi, je suis une francophone. Je sais pas si québécoise ou française, mais t'es en Australie et elle écoute le podcast. Donc, tu sais, on peut aider du monde partout. Il y a beaucoup de francophones sur la planète. Donc, je me restreins pas juste au Québec. Présentement, c'est sûr que 90% de nos clients, c'est des gens du Québec. Cool. J'aime le Québec, j'aime le monde du Québec, j'aime le monde qui voit grand, j'aime le monde qui sont pas nés pour un petit pain. Puis ceux qui sont nés pour un petit pain, mais je souhaite qu'ils prennent le message positivement. Il allume qu'on n'est pas né pour un petit pain, puis on peut faire de belles choses. On peut pas changer ce qui s'est passé. Fait que si tu as vécu des choses difficiles, c'est correct, on l'accepte. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour juste améliorer ta situation, là? Tout à fait. Pas de dire comme il y a un modèle à atteindre à tout prix, puis il faut absolument comme qu'on soit tous une version copier-coller de ce qu'on prône qui est le succès. Non, juste te dire que si tu es fucking heureux, tu es heureux. Il y a des gens qui, pour eux, c'est d'avoir une job, aller chercher les enfants à la garderie de bonne heure, puis aller à la game de soccer, puis la fin de semaine être en famille, puis faire un voyage par année, puis c'est comme eux autres, c'est là-dedans qu'ils sont heureux. D'autres, c'est d'être célibataire, puis de courailler à gauche, pas à droite. D'autres, c'est de faire des voyages. Je veux dire, on s'en fout, c'est quoi pour toi qui va te rendre heureux. L'important, c'est que l'intuition que tu as en dedans, mais moi, j'ai envie de ça, mais vis-le. Exact. C'est aussi ça de ne pas se morfondre, parce que j'en reviens encore, tu sais, c'est pas que j'ai une dent contre les gens qui sont sur l'aide sociale, mais j'ai un peu de difficulté à comprendre que ces mêmes personnes-là vont se plaindre par la suite. Je suis pas capable de payer mon loyer, je suis pas capable... Mais c'est un choix que t'as fait. Tu comprends? Hey, ça, c'est dangereux de dire ça. Moi, j'avais dit ça une année sur TikTok, là, 2-3 ans, puis c'était comme, t'es fait ramasser de haine. Mais voyons donc, c'est un choix. Tu sais, à moins que si t'as des problèmes de santé mentale, là, on rentre pas dans ça. Exact, c'est là la nuance. Okay, parce que l'aide sociale, c'est ça, on va aider socialement des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le moule de la société. Moi, je suis parfait avec ça. Je veux dire, je contribue à des fondations, je veux aider du monde. Fait que je comprends qu'il y a des gens qui sont pris puis il faut les aider. Mais effectivement, dans la sphère, plutôt dans la parenthèse de ceux qui pourraient s'aider mais ne le font pas, j'avoue que c'est un peu décrissant. Ben exactement. Puis, tu sais, je sais même pas si je pourrais être capable de sortir cette statistique-là ou le pourcentage, là, mettons, de tous ceux qui sont sur l'aide sociale par rapport à ceux qui peuvent réellement travailler, qu'ils ont leurs 2 jambes, qu'ils ont une bonne santé. Je pense qu'il est beaucoup plus élevé que les gens qui sont malades puis qu'ils ont vraiment besoin de l'aide sociale. Ça, c'est mon opinion à moi. D'accord. Je me tiens pas trop que ces gens-là. Non, moi non plus, mais comme je te dis, c'est ça qui est frustrant. C'est ça qui est frustrant, tu comprends? Si toi, t'acceptes ton malheur, comme tu dis, t'es à l'aise avec la médiocrité, fine. Mais j'ai pas envie de t'entendre dans... De toute façon, moi, j'écoute même plus la télé, justement, à cause de ça. J'ai pas envie de t'entendre à la télé te plaindre que t'arrives pas à payer ton appartement. Ouais. On n'a plus besoin d'entendre la télé, à ce temps, juste ouvrir Internet, puis on les voit dans nos commentaires de vidéos. Effectivement. Surtout sur TikTok, ils sont très forts. Ils sont très forts là-dessus. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Charles, moi, j'aime beaucoup parler d'argent. Je suis poche en maths, mais j'aime beaucoup parler d'argent. On peut pas ça non plus. On peut pas parler d'argent non plus. Ben, tu connais-tu le titre de mon podcast? Politiquement incorrect. OK, là, j'étais en mode, sais-tu de quoi en lien avec l'argent? J'étais là. Non. Oui, politiquement correct. Mais tu sais, on parle où ce qu'on parle des vraies choses. Puis moi, j'aime ça beaucoup parler d'argent. Mais c'est ça, j'aime dire on peut pas en parler. Pas parce que je veux pas en parler, parce que c'est le clin d'œil que j'ai envie de faire de plus en plus, parce que à chaque sujet, on dirait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est pas content de « Ah, ben là, on peut plus dire qu'est-ce qu'on veut. » Fait que je trouve ça cool. By the way, parenthèse, là, je trouve ça cool que ton podcast, ça soit les vraies affaires. Exact. Puis les vraies affaires, c'est cliché un peu, mais les vraies affaires, c'est pas mettre de filtre.
Tout à de fait. dire comme on détient pas la vérité absolue, mais voici une opinion, puis on la donne. T'sais. Exact, tout à fait. Mais oui, parler d'argent, moi, c'est un sujet qui me passionne parce qu'on vit dans un monde capitaliste et il y a des règles du jeu dans le monde capitaliste. Puis si tu veux gagner dans un jeu, il faut que tu suives les règles du jeu. Puis je trouve que de un, on nous enseigne pas les règles du jeu. Puis de deux, les gens sont pas tant intéressés à comprendre les règles du jeu. Puis quand je dis les règles du jeu, c'est pas savoir c'est quoi un CELI versus un REER ou c'est pas ça le point, c'est de comprendre des bases fondamentales par rapport à notre esprit en lien avec l'argent, nos croyances par rapport à l'argent, la relation qu'on a avec l'argent, puis après ça, pouvoir rentrer peut-être dans une niche de voici ce que j'ai envie d'apprendre. Mais moi, je pense que l'une des raisons pour laquelle j'ai réussi à attirer de l'abondance financière, c'est vraiment grâce à mes croyances par rapport à l'argent. Parce que si tu parles à mon compte, tu sais, là, mettons mon comptable écoute ça, il dirait Charles, tu connais rien par rapport à l'argent. Tu comprends? Ouais, je comprends. Tu génères des millions, mais tu comprends rien par rapport à l'argent. Parce que lui, il comprend la mécanique des chiffres en arrière de ça, faut payer ça là, ça, si, ça, tu peux sauver là. Donc, c'est pour ça que je l'engage, le comptable. Puis c'est pas moi qui fais la comptabilité. Mais pour générer de l'abondance, c'est pas une question de comprendre les finances nécessairement. Ça, je pense, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Puis peut-être que les gens sont découragés de vouloir faire de l'argent parce qu'ils ont l'impression que c'est compliqué. Mais parle-en, pendant que tu t'abordes ce sujet-là, parle-en. Là. Mettons là, un petit cul de 20 ans, 25 ans, peu importe l'âge de la personne, veut faire de l'argent aujourd'hui. C'est comment que je peux faire de l'argent, Charles? Premièrement, il faut qu'il me fasse un virement Interact à l'adresse courriel suivante. Parce que j'ai quelque chose que je peux leur enseigner. Non. J'enseigne rien par rapport à l'argent, mais j'ai aidé beaucoup de monde à faire de l'argent. J'ai plein de nos clients qui viennent pas se faire coacher parce que c'est pas ça notre promesse. Hein, les fake gurus qui disent vous allez être millionnaire, puis ils sont millionnaires parce qu'ils vendent des gros sur être millionnaire. Moi, je suis vraiment pas là-dedans. Là. Moi, c'est croissance personnelle. Mais de se développer personnellement comme personne va t'aider de manière considérable à pouvoir générer de l'argent parce que, OK, on peut avoir une job puis faire de l'argent, puis c'est comme... Mais c'est une façon, c'est une manière. Tu peux accumuler de l'argent, être investisseur, tu peux être entrepreneur, tu peux avoir des sidelines. Il y a plusieurs façons de pouvoir faire. Moi, l'une des choses que j'ai voulu essayer d'éliminer rapidement, c'est le frame du temps. Comment je peux faire pour rentabiliser mon temps au maximum? Je comprends. Parce qu'on a tous 24 heures d'une journée. Tu as 24 heures, j'ai 24 heures, Jeff Bezos a 24 heures. On ne fait pas tous le même revenu, les trois individuellement parlant, mais on a tous le même temps dans une journée. Fait que qu'est-ce que je peux faire dans ma journée pour être le plus rentable possible? Et c'est où que je peux aller sauver du temps, c'est où que je peux l'investir d'une meilleure manière pour générer de l'argent, puis c'est où que mon temps peut travailler sans... Pas mon temps, mais que l'argent peut travailler sans que moi je mette du temps. Fait que rapidement dans ma vie, j'ai essayé de comprendre c'est où que je mets mon temps puis que c'est pas payant. Fait que je me rappelle bien jeune, mes parents s'étaient divorcés, puis ma mère, elle avait une maison proche de chez mon père, fait que c'était parfait pour la garde partagée. Puis la semaine que j'étais chez ma mère, il fallait que je fasse le gazon, puis la semaine que j'étais pas là, c'est elle qui faisait le gazon. Parfait. Puis à un moment donné, elle est revenue de travailler, puis c'était pas moi qui faisais le gazon, c'était quelqu'un que j'avais embauché pour faire le gazon. Puis là, elle était en panique. Voyons là, c'est quoi cette affaire-là? Il y a quelqu'un qui vient de faire le gazon chez nous, c'était censé être toi. Je dis, ouais, mais je le paye pour le faire. Elle comprenait pas. Elle dit, ça coûte de l'argent. Je dis, ça coûte pas de l'argent, man. Parce que ce que je lui paye, moi, l'heure que je m'en vais travailler, je gagne plus. Ouais, je comprends. L'heure que je travaillais me rémunérait plus que faire le gazon. Puis, parenthèse, j'aimais pas faire ça. Fait que la personne qui dit, moi, c'est mon trip le dimanche, je tourne ma pelouse. Fais-les, Gaëtan. C'est pas ça le point, là. Pas dire qu'il faut pas le faire. Mais si t'aimes pas ça, calcule ton temps versus l'argent. Fait que je calculais que je m'épuisais à faire ça. Puis après ça, j'avais moins de temps et plutôt moins d'énergie pour réfléchir à qu'est-ce qui allait me rendre riche. Parce qu'à cette époque-là, c'était une de mes grandes motivations, faire de l'argent. Faire de l'argent. Fait que si je m'embrouillais le cerveau à faire plein d'affaires pour sauver de l'argent, ou en faire, mais des montants peu considérables, j'avais moins de temps pour réfléchir et essayer des trucs qui allaient pouvoir me rapporter beaucoup plus. Fait que je préférais payer quelqu'un pour faire mon gazon. Fait que mettons, pour une heure, ça me coûtait, on va dire, 25$. Puis pendant ce temps-là, moi, je lis un livre. L'heure que je lis un livre risque potentiellement de me rapporter plus que 25$ dans le futur que de faire mon gazon puis de sauver 25$. Je comprends. J'entends ce que tu me dis. C'est juste que c'est pas concret. C'est ça le problème. C'est que c'est pas concret. Mais les heures et les heures et les heures et les heures que j'ai mis à me développer, puis à étudier, puis à comprendre plein de choses au niveau du comportement humain, de la communication et de l'argent en soi, m'ont permis un peu plus tard de pouvoir faire des trucs que là, ça m'a rapporté big time. Puis qu'aujourd'hui, mais le 25$, c'est même plus une question, tu comprends? Exact. Mais il faut être prêt à faire ce trade-là, puis je comprends qu'il y a des gens qui sont freinés mentalement à se dire « ça fait pas de sens ».
Moi, je veux sauver le 25$, ou les calculs, au bout de l'été, c'est 600$. Chris, c'est de l'argent, 600$. Oui, mais ton temps, il vaut combien? Oui, mais... Faut que tu reviennes toujours à ton temps, il vaut combien? J'entends ce que tu me dis, mais moi, le réflexe que dans mes débuts, quand je suis devenue travailleur autonome, que j'aurais eu à dire, c'est de dire, oui, mais Charles, Chris, j'ai pas une scène. Je rentre en termes de travailleur autonome, je pars mon entreprise, j'étais à moins 20 000. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pas d'argent là, pour aller mettre ça sur une adjointe. Là. C'est une pas réalité. Là, ah non, mais c'est une réalité, puis t'as raison. C'est ça, tu comprends? Fait que ça a l'air facile quand tu le dis, mais surtout dans les débuts, quand on commence, généralement, notre compte, il est à moins quelque chose. Ah, il a été, moi aussi, à moins. Puis je payais quand même quelqu'un. Oh, pourquoi? Shit! Parce que ça vaut quand même plus d'aller travailler sur les choses les plus importantes. Que ton gazon soit court ou soit long, ça t'amènera pas les connaissances pour aller faire vraiment de l'argent. Si c'est ça ton but, là, la personne qui est comme moi, je suis pas motivé par l'argent, oublie ça, là. C'est comme... Exact. Si vrai, moi, j'avais une ambition d'abondance financière, là, mais comme ça me brûlait en dedans, là. Donc, je devais faire quelque chose pour ça. Si tu vas à l'université, est-ce que ça te coûte de l'argent? Oui. Fait que t'es pas en train de travailler, tu pourrais dire, ouais, mais là, Charles, je vais aller travailler à la plage, je vais gagner 30$ au lieu d'aller sur un banc d'école à aller apprendre quelque chose. Non, mais c'est parce que tu dis pourquoi? Pour avoir un métier, par exemple, une carrière qui va te rapporter 50$ ou 100$. Fait que t'es mieux d'étudier en attendant, en ce moment, d'avoir. Puis là, après ça, tu vas avoir un job à 100$ plutôt que là, de travailler à 30$. Tu me suis? Fait qu'on le fait déjà avec l'école. Puis ça, c'est correct. Ça passe bien. Mais si c'est dans un livre, chez vous, tu lis dans le sous-sol, ouais, mais là, c'est pas concret parce que t'as pas un diplôme à la fin. Mais calisse de ton diplôme. Moi, ce que je veux, c'est les connaissances pour pouvoir générer de l'argent après. Donc, si t'as pas l'argent, ben, fais les deux. Fais-les ton gazon puis y aller lire après. Là, c'est le temps de hustle hard, excusez l'expression anglophone, mais de mettre les bouchées doubles puis de le faire. Fait que moi, quand je te comptais au début, quand je faisais de la livraison dans le camion à Montréal à 17-18 ans, ben je travaillais de 3h le matin à 3h l'après-midi, puis quand je finissais, je faisais une sieste, puis je repartais faire mes projets, là. J'avais des conférences que j'allais voir à Montréal, j'avais du monde, des clients pour placer mes machines distributrices dans des bars. T'sais, je travaillais du 15 heures par jour, puis je trouve ça plate de dire ça, parce que c'est là, ce cliché entrepreneurial de « Moi, je suis parti de rien. J'ai travaillé fort. Puis là, aujourd'hui, j'ai du succès. Applaudissez-moi, Gaulis. » C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. C'est ça. Mais pourquoi les gens le font pas? Ben, en fait, c'est un mélange de plein de choses. La paresse, la procrastination, leurs propres valeurs eux-mêmes, ce que les parents vont penser. Tu sais, c'est comme moi, là, quand j'ai décidé d'être courtier immobilier, là, mes parents étaient comme « Tabarnak! Marche ça! T'as été faire un deck de 3 ans. OK, t'as même pas travaillé à peine une année, pour dire que tu vas aller faire courtier immobilier, qui est un second emploi pour mes parents, tu sais. Okay. Moi, je fais toujours cette blague-là, je dis tout le temps ça dans mon podcast. Tu sais, nous, les Haïtiens, il y a 3 métiers qu'on peut faire. Soit avocat, OK, ingénieur, ou travailler dans le milieu de la santé, être infirmière. Puis si tu fais pas ces carrières-là, tes parents sont pas contents. OK? De façon comme générale et cliché. De façon générale et cliché. Wow, c'est intéressant. Fait que là, tu dis à tes parents, tu vas aller dans courtier immobilier. Il est comme, Chris, ça mange quoi en hiver, courtier immobilier? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Wow. Mais c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je comprends ce que tu dis, mais en même temps, tout dépendant comment tu as été élevé, d'où tu viens, etc. C'est sûr que c'est pas une excuse, là, on s'entend, là. Mais des fois, je peux comprendre quelqu'un qui va avoir une barrière. C'est clair. Non, mais la barrière, elle est légitime. Ouais. Le problème, c'est pas... Je me positionne pas en moralisateur en disant « Tu es des caves de pas comprendre. » C'est pas ça le point. Ouais. Le point, c'est « OK, tu l'as la barrière. Est-ce que tu as la voix ou tu es inconscient? » Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont la barrière, mais ils ne savent même pas. Ouais. On peut pas leur en vouloir à ces gens-là. Mais si tu vois la barrière, tu le sais, tu écoutes présentement le podcast, puis tu fais, ça fait quand même du sens qu'est-ce que Charles dit, mais moi, pour ma vie à moi, c'est pas pareil. Shut the fuck up, man. Ouais. Prends action, bouge de quoi. C'est comme... C'est ça. Je m'adresse à cette partie de gens-là, tu comprends? Qui le savent. Tu sais, ma citation fétiche que je répète depuis des années, c'est « Fais ce que tu sais que tu dois faire ». Si tu le sais pas ce que tu dois faire, je peux pas m'obstiner avec toi. Tu comprends? Tu le sais pas. Tu le sais pas. Mais si tu le sais, prends action. Tu le sais déjà. Comme, souvent, là, il y a des gens qui vont m'écrire en DM. Comme, hey Charles, j'aimerais ça faire telle affaire. Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est quoi la première idée que tu as en tête qui pourrait être bonne? Je pense que je devrais faire ça. Vas-y que ça. Ouais, Vas-y que la première idée que tu as en tête.
Ça veut pas dire que ça va être bon. Ben, tu fais une erreur, tu te réajustes, tu apprends. Tout ce qu'on sait déjà, là, j'apprends rien à personne en ce moment. Effectivement. Mais je pense que c'est ce cheminement-là que les gens veulent pas faire. On veut tout de suite la belle maison, la Mercedes, faire le million tout de suite, mais on veut pas le processus qui est derrière. Mais en même temps, il est le fun, le processus. Parce que si tu te fais chier vraiment comme t'aimes pas ce que tu fais, puis c'est en attendant de « OK, là, après ça, je vais enjoy ma vie », je trouve ça délicat parce que faut quand même que tu aies du fun durant le processus. Évidemment, il y a des affaires dans ma vie tous les jours que ça me tente pas de faire puis que je fais quand même parce que ça fait partie de la vie. Cependant, je suis content du processus. Puis je suis content parce que une fois que tu as, entre guillemets, réussi, je me considère pas comme quelqu'un qui a un immense succès parce que c'est relatif pour tout le monde. OK, moi, je vois où est-ce que je veux m'en aller puis je me dis, tabarnak, je suis loin. J'ai pas atteint 1% de mes rêves encore. Là, fait qu'il m'en reste de la job à faire. Mais aujourd'hui, je peux dire, je suis fier de moi pour qu'est-ce que j'ai fait. Et je suis fier dans la mesure où ce que je regarde le chemin parcouru, puis c'est ça qui me rend fier. Ce qui me rend fier, c'est pas le résultat matériel et ou spirituel de ce que je vis en ce moment, de ce que j'expérimente dans la vie, mais ce qui me rend fier, c'est le chemin parcouru. C'est de repasser devant le dealer où ce que je me suis fait coller dehors puis faire « merci, c'était malade d'avoir cette expérience-là, de travailler là, puis de m'avoir fait chier, de m'avoir fait humilier, d'avoir vécu toutes sortes de cossins. » Passer devant la ferme et me dire « Hey, pelleter de la merde à plus 30 l'été. » Puis à l'âge que mes amis pouvaient aller jouer au parc, puis moi je travaillais à ce moment-là, puis j'avais puis même là ça brassait dans ma tête de comme hey, un jour je pourrais peut-être être propriétaire d'une ferme, tu sais, puis juste d'avoir des rêves, puis de continuer à nourrir ça, de repenser à ça, c'est ça qui me rend émotif, puis qui me donne une méchante belle gratitude de c'était bien fait d'avoir fait ça, tu sais. Fait que j'encourage les gens qui vont dire ouais mais ça sera pas facile. C'est pas supposé être facile, puis le fait que ça soit... Puis le but, c'est pas que ça soit dur en soi, mais si tu expérimentes des difficultés, je pense que plus tard, tu vas avoir la gratitude de ces difficultés-là, parce que c'est une belle histoire aussi à raconter. Tout est une question de perspective. Si je te raconte une anecdote de quelque chose qui a été difficile, genre, mettons... moi, ça a été difficile à l'école. Classique. Okay? Moi, classique par rapport à Drôlement Inspirant. Moi, ça a été vraiment dur, l'école, pour moi. Ça a été l'enfer. Je détestais ma vie. Moi, tout le long que j'étais à l'école, j'étais malheureux. J'ai commencé à être heureux le jour où j'ai collé mon candidat de là. Et si je te raconte cette histoire-là de tout ce que j'ai vécu à l'école, puis comment j'étais malheureux, puis tout ce que j'ai vécu, mais qu'aujourd'hui, je suis victime de ça où je travaille d'un job que j'aime pas. Puis tu m'interviews parce que je passe dans la rue, puis tu fais comme, viens faire le podcast avec moi. Puis je te compte comment ma vie est l'enfer à cause que j'ai pas rentré dans le moule du système scolaire. Ben, ça serait comment? C'est dommage pour cette personne-là. Mais moi, parce que le dénouement est inspirant, parce qu'aujourd'hui, je suis fier, puis si je fais du bruit, je suis spotlight, ma vie va bien. Bon, fait Chris, c'est cool que tu aies vécu ça. Mais deux personnes différentes, deux réactions différentes, on n'a pas la même empathie pour les deux. Fait que moi, c'est très dur pour les gens d'avoir de l'empathie pour mon histoire parce qu'ils regardent le résultat puis ils font Chris dans ta gueule. C'est bien en ce moment. C'est correct. Ben, c'est vrai. Je demande pas de l'empathie. Mais je peux-tu avoir une fierté de ce que j'ai expérimenté? Moi, c'est juste ça. Fait que des fois, les gens vont prendre maladroitement le message en disant Chris, ils se vendent, puis il n'est pas un. C'est comme non, je te parle de faits. Je suis fier en esti d'avoir fait ça, puis je souhaite à tout le monde qui écoute d'être fier d'eux-mêmes. C'est important. Il faut avoir. Puis d'avoir la fierté pour des choses peut-être qu'en ce moment, tu te donnes pas comme tape dans le dos. Parce que des fois, on est dur envers nous-mêmes. Il faut être fier des choses qu'on a accomplies. Comme tu as des enfants, tu es un parent, tu travailles fort, tu as accompli des choses, tu es fier de toi pour ça. Il faut que tu valorises avec ça. Mais également, d'aller pousser un peu plus loin dans tes ambitions. Puis de dire, OK, même si c'est dur, bien plus tard, je vais être fier de ça. Absolument, absolument. Et aussi, je pense, selon moi, c'est que le jour où on va te challenger sur ta réussite, tu vas pouvoir mettre les gens à leur place, là, tu sais, de dire que j'ai pas eu facile, là. Challenger n'importe où, là. Mon père est pas riche, j'ai pas gagné $1 million, là, tu comprends? J'ai travaillé dur puis j'ai fait les sacrifices qui sont nécessaires. Mais at the end, mettons qu'on veut vraiment me challenger du genre, non, mais Charles, t'as été plus chanceux que d'autres, mais par rapport à quoi? Si tu me compares avec des gens dans d'autres pays, je vais te dire, Chris, oui. Mais je suis chanceux, c'est vrai. Fait qu'encore une fois, c'est comme, tu peux pas me challenger par rapport à ça parce que c'est comme, je m'adresse pas aux gens qui sont dans des souffrances comme complètement dévastatrices, tu comprends? Je parle pas à ces gens-là. J'ai de l'empathie en esti pour ces gens-là. Puis je réfléchis à comment je peux faire pour les aider. Moi, je voudrais aider tout le monde. Mais mon message de drôlement inspirant qui rentre dans la gueule du monde quand ils ouvrent leur téléphone et qui m'écoutent, ça s'adresse pas aux gens qui sont
dans la rue. Ça s'adresse pas aux gens qui sont sur un lit d'hôpital. Ça s'adresse aux... Puis pourtant, il y a des gens, des fois, qui m'écrivent. C'est comme, j'étais dans la rue, puis je m'en suis sorti, puis j'écoutais ton podcast. J'étais sur un lit d'hôpital, puis pendant ma chimio, je t'écoutais, puis ça m'a aidé, ça m'a fait du bien. Il y a de ça aussi. Mais initialement, je m'adresse pas à ces gens-là. Je m'adresse aux gens qui savent qu'ils ont un potentiel, puis qui calissent rien avec. Ouais. Fait que challenge-moi. Fait que t'as vraiment ciblé ta niche, en fait. Ta clientèle. Ben, c'est pas cibler une niche, cibler une clientèle, c'est y aller avec ce que moi je feel de comment, qui je peux aider, tu comprends? Je comprends. Puis moi, ça me fait plaisir d'aider des gens qui veulent s'aider. Effectivement. Je pourrais pas être un thérapeute ou un psychologue qui travaille pour le gouvernement puis être dans mon bureau, cabinet, puis que ça soit l'aide sociale qui m'envoie des clients. Ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça. Ouais. Mais moi, je serais malheureux encore à faire ça, tu comprends? Ouais, parce que ça me tente pas de parler avec des victimes. Ouais, c'est ça, absolument, absolument. C'est un choix. Je manque pas d'empathie envers eux. Ouais. C'est juste que je décide. C'est comme si toi, tu dis, moi, je veux pas des clients, mettons, commercial. Ouais, Ou je préfère des clients de maison à 1 million versus des maisons à 200 000. Exact. Ou l'inverse. Est-ce que c'est que tu juges un ou l'autre? Non, t'as un choix. Exact, tout à fait, tout à fait. Es-tu à l'aise aujourd'hui de parler de ton chiffre d'affaires, de ton entreprise? Je te l'ai dit, j'aime parler d'argent. C'est peut-être la première question. Je pense que c'est la première fois qu'on te pose ça. Ça se peut-tu? Charles, ton entreprise fait combien par année? C'est la première fois qu'on me pose la question. Ben, j'ai déjà dit quand j'avais passé le cap d'être millionnaire. Puis, tu sais, moi, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que moi, un de mes objectifs, c'était d'être millionnaire à l'âge de 28 ans. Je le suis devenu à 26. Okay. Autant en revenu qu'en actif. OK, d'accord. Fait parce que être millionnaire en valeur, c'est quand même plus facile. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Ça monte vite. Évidemment, il y en a qui vont dire, mais oui, c'est facile à dire. Mais c'est pas si dur que ça. C'est investi. Exactement. Tu peux avoir 1 million. Tu peux valoir 1 million net. Tu calcules ta maison, tu calcules tes dettes versus qu'est-ce qu'il y a de la valeur. Puis tout à fait. Puis tu divises, tu soustrais ça, ben, c'est 1 million. Mais mettons ton chiffre d'affaires de ton entreprise. Ça monte à combien? Ça, quelques millions par année, mais je dirais pas le chiffre exact. Quelques millions par année. Ben, je suis honnête. Je vais pas essayer d'être super faussement humble en disant « Oh, c'est pas tant que ça » ou des centaines. Non, on fait des millions par année. Par année. Mais la raison pourquoi maintenant je le dirais pas précisément, c'est que évidemment, ça change et ça peut changer également la perception des gens selon comment eux voient l'argent. Tout à fait. Puis autant que c'est pas tabou pour moi, puis je vais en parler, autant que juste d'un point de vue fiscal et légal également, je préfère pas dire non plus tous les chiffres. Je peux te dire combien mon char il vaut, mon bateau il vaut, si tu veux. Là. Ça m'intéresse pas. C'est ça que je pensais. Ça m'intéresse pas. Mais pour en arriver là, tu sais, je sais qu'à un moment donné, moi, je me suis rappelé, parce que je t'avais vu, on parlait de René Lhermitte, tu avais fait une conférence à Merci-Hochelaga Maisonneuve. Dans une brasserie. Avec un stage qui était plus petit que la table où on est en ce moment. Ouais, Thanks, Rodney. Hein? Merci. Il faisait chaud que le calice. Il faisait chaud, ouais. Un petit micro. Puis, non, mais le monde était super fin. Oui, ça c'est vrai. Mais une conférence dans une brasserie, c'est un peu weird. Ouais. C'est pas un vibe c'est comme... ce que tu me disais, C'est un beau défi. Mais c'est parce que j'avais pas de place. Le stage, c'était comme, mettons, la grosseur d'une palette. Tu sais, les palettes, là... c'est vrai. Fait que c'était ça, la grosseur. J'avais pas de place pour bouger. Ben, si t'étais encore plus gros, tu sais, si t'avais ma grosseur, t'aurais été faite, là. J'aurais jamais dit ça. Mais moi, je suis grand. Ouais, je pogne dans le verre, puis là, il faut prendre l'équilibre. C'est vrai. Mais non, mais toutes les conférences que j'ai faites, j'ai réussi à trouver du plaisir là-dedans, puis le monde était vraiment fin, fait que ça c'est super cool. Ouais. Mais t'allais dire quoi par rapport à ça, excuse-moi? Oui, pendant la conférence, t'expliquais qu'à un moment donné, pour te faire connaître, partir ton entreprise, t'avais investi beaucoup sur les réseaux sociaux, puis te faire connaître, puis c'est ça qui t'a fait décoller. Ouais, entre autres. Parle-moi un peu du processus, parce que tu sais, le nerf de la guerre quand on a une entreprise, c'est d'avoir des clients, c'est de se faire connaître. Je pense que c'est ça le plus difficile présentement. Puis toi, tu as été capable de te démarquer par rapport à ça. Surtout sur ta présence sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire que c'est impossible qui ne connaît pas Charles Côté, mais c'est un peu bizarre, tu sais. C'est gentil, mais il y a encore beaucoup de monde qui ne me connaissent pas. Mais moi, je suis dans
en ce moment, je suis dans la transition d'être vraiment, vraiment connu. Ouais. Et il y a du monde qui ne savent pas pantoute. Fait que, tu sais, c'est comme tu m'adores ou tu me connais pas pantoute. Parce que, mettons, là, à soir, je m'en vais au Centre Bell voir la game des Canadiens. Ouais. C'est sûr, je croise du monde qui vont me reconnaître, ils vont vouloir un selfie, mais c'est comme, t'as une gang qui vont me reconnaître, puis là, ils trippent. Ouais. Ou du monde qui passe, comme, j'ai aucune idée c'est qui. Fait que j'ai pas encore l'espèce de mainstream de tout le monde sait à peu près. T'sais. Mais t'as du monde qui t'aime pas aussi, là. Mais ils viennent pas me voir, ces gens. Ah, okay. Je les vois, ils sont uniques. Okay. C'est des users sur TikTok, sur Instagram. Mais dans la vraie vie, les gens qui viennent me voir sont évidemment reconnaissants. C'est ça. Mais j'ai jamais vécu de. Le plus loin que j'ai eu, c'était quelqu'un qui m'avait dit genre, j'écoute tes vidéos, pas tout le temps d'accord. J'ai fait. Ben. Dans ta face? Ouais. Ah, ok, au moins. Il n'y a rien là, là. Ah, il n'y a rien là, c'est ça. Je suis prêt de conter des histoires plus jeunes de choses que j'ai vécues à me faire crier après ou sortir un couteau ou toutes sortes de trucs fous. Quelqu'un qui me dit je suis pas tout le temps d'accord, m'en calisse un peu. Okay? Exact. Ça fait partie de la game aussi, là. Mais ça serait weird de juste venir me voir pour faire comme va chier. Mais anyway. Ça pour dire que. Puis ça serait weird juste d'envoyer chez quelqu'un qui coach la croissance personnelle. Tu sais, genre, moi, mon but, c'est d'aider les gens. Ouais. C'est vraiment wack, quelqu'un qui fait comme lui, je l'aime pas. Pourquoi? Mais c'est ça. Il faudrait leur poser la question. Pourquoi? Mais moi, je te challenge par rapport à ça parce que moi, je pense que ça dépend de la culture, de la façon de penser des gens. Peut-être qu'il y en a pour des gens que la croissance personnelle, ça vaut pas de... Tu comprends? Oui, mais tu peux dire ça vaut pas de la marde, mais tu peux avoir un respect pour l'humain, pour le travail qu'il fait. Ça, je suis d'accord. Moi, je pourrais dire, moi, là, je suis un pro. Ça, je suis d'accord. Moi, là, je pense qu'il faut que je vende ma maison par moi-même. Ouais. Ça vaut pas la peine de faire affaire avec un courtier immobilier. Ouais. Parce que je sauverais la commission. Mettons que je reste thinking là. Exact. Ce qui est faux, honnêtement. Ben, faux par ma croyance. Mais je vais pas dénigrer ton travail pour autant. Je vais pas dire les courtiers, c'est toutes des caves. Je suis d'accord. Je vais dire, moi, je préfère vendre par moi-même. Exact. Puis je vous souhaite du succès dans vos affaires. Tu me suis? Ça serait ça. Absolument. Mon thinking si je voulais pas faire affaire avec des courtiers. La réalité, c'est que je fais affaire avec des courtiers quand il vient le temps de faire des acquisitions, vendre ou acheter. Mais c'est un respect pour l'humain et le processus et la bienveillance de la personne. Ouais. Si je me promènerais, puis ce que je prône, ça serait quelque chose de malveillant ou quelque chose qui n'aide pas les gens, qui est négatif, je comprends. Ouais. Mais tu peux ne pas aimer le discours, ne pas aimer la personne, ne pas aimer l'industrie, mettons, de la croissance personnelle, mais tu peux pas nier que c'est comme, il fait le bien. Parce qu'il y a du monde, ça leur fait du bien. Ouais. Fait que si c'était unanime que, mettons, les coachs, les psychologues, les thérapeutes, tout ce monde-là de mon industrie, ce qu'ils font sert à rien, on n'aurait pas de clients ou on aurait juste du monde en tabarnak de vouloir se faire rembourser. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Effectivement. Fait que ravalez votre salive, on va être là encore pendant longtemps, surtout moi, parce que je suis excellent dans ce que je fais, mon équipe est excellente dans ce qu'ils font, puis on va continuer à aider du monde. Effectivement. Fait que, après ça, si t'aimes pas la façon que le message est envoyé, c'est autre chose. Et je respecte ça, tu comprends? Ouais. Puis en même temps, je réfléchissais à ça dernièrement, puis il y a eu un temps où je critiquais, mettons, la haine sur les médias sociaux. Et je pense que je suis venu, en fait, à l'acceptation où ça fait partie du travail. Ouais. Parce que dans n'importe quel travail, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des choses qui te tentent, des choses qui te tentent pas. Exact. Il y a du monde qui, dans leur travail, ils vont travailler l'hiver à moins 30 dehors. Moi, je vis pas ça. Il y a du monde qui, dans leur travail, ils vont avoir à traverser du trafic matin et soir. Ouais. Je vis pas ça. C'est bon que dans leur travail, ils vont devoir gérer des clients désagréables. Je vis pas ça. Ouais. Moi, ce que je vis, c'est des inconnus qui m'envoient chier sur Internet. Exact. Fait que ça fait partie de ma job en soi de devoir surmonter ça puis faire regarde, ça va être là quand même. Fait qu'il y a un temps que je critiquais comme le hate sur les réseaux sociaux en me disant comme c'est imbécile de faire ça, mais en même temps, je me suis dit mettons que ça fait partie de mon travail, je regarde ma vie en ce moment, je regarde mon entreprise, je regarde mes clients qui sont contents. Absolument. Je me dis, si, mettons, ça, c'est le prix à payer pour vivre qu'est-ce que je vis en ce moment, exact. Ben, je vais le prendre. Là, exact. Ça serait souhaiter vivre d'un monde parfait, de me dire, je veux avoir du succès dans ce que je fais, je veux aider beaucoup de monde, mais que tout le monde soit content, puis tout le monde m'aime, en fait. Exact. Ça fonctionne pas. T'sais. Fait que j'étais arrivé un peu à cette
Puis tout dernièrement, en fait, là, que je suis arrivé un peu à cette prise de conscience-là, c'est pas récent, mais je suis arrivé à cette prise de conscience-là, ça vient peut-être avec la maturité, avec le fait que je me pose des questions, avec le fait que je me remets en question, que je veux toujours m'améliorer. Bien sûr. Je me promène pas en me disant j'ai tout compris, au contraire, c'est comme je veux m'améliorer tout le temps. Puis ça, c'est un avancement personnel que j'ai fait, puis une perspective que j'ai maintenant, c'est comme ça va être là, puis ça fait partie de mon travail, puisque mon travail, c'est pas les médias sociaux, mais une partie de mon travail requiert que je sois sur les médias sociaux, donc ça vient avec. Parce que tu te fais beaucoup critiquer sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu penses qu'on critique la personne qui est Charles Côté ou ton entreprise, ce que tu prônes? Aucun des deux. Les gens qui critiquent connaissent pas l'entreprise parce qu'ils sont pas clients. D'accord. Parce que tu peux pas dire je connais. Tu passes devant un McDo tout le temps et tu fais j'haïs ça. T'as-tu déjà goûté? Jamais, mais j'haïs ça, moi, les hamburgers de McDo. Je déteste ça. T'es complètement absurde. Faut que tu ailles goûter, faut que tu ailles essayer pour juger si t'aimes ça, t'aimes pas ça. Tout à fait. Fait que viens acheter mon cheeseburger puis juge après ça. Tu comprends? Oui, exact. Je suis d'accord. Fait qu'il y a ça. Par rapport à l'entreprise, ils le savent pas. Ils sont pas au courant. Je dis j'ai une quinzaine d'employés, le monde va penser que je suis une quinzaine de coachs. Faux. J'ai plus d'employés qui sont pas des coachs pour gérer à l'interne toute cette entreprise-là que du coaching en soi. Fait que, comme les gens ne savent aucunement qu'est-ce qu'on fait, à part s'ils sont clients. Ils peuvent avoir une idée, une perception, mais ils ne savent pas. C'est pareil comme si je te dirais, moi, je sais exactement c'est quoi le travail d'un courtier. Ouais. Non, c'est parce que je fais de l'investissement immobilier que je sais c'est quoi ton travail dans le day-to-day. J'ai aucune idée parce que je suis pas dans tes bottines toute la journée. Puis il y a plein de nuances que je peux pas comprendre parce que je l'ai pas vécu. C'est la première fois que l'entreprise, on tasse ça. Maintenant, Charles Côté n'est pas sur les médias sociaux. Drôlement inspirant sur les médias sociaux. Okay. Complètement différent. Ouais. Charles Côté, vous le voyez pas. C'est pas c'est qui. Puis Charles Côté ne va même pas... En fait, va de moins en moins lire et voir qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux. C'est drôlement inspirant qui est sur les médias sociaux. Ce qui est très différent. Drôlement inspirant des employés, drôlement inspirant des gens qui filtrent, drôlement inspirant une logistique en arrière. Charles Côté, lui, il est avec sa famille, il profite de la vie, il s'améliore comme personne. Donc, je sépare ça. Je sais qu'il y a des gens qui, avec leur personal branding, ils mettent tout ensemble. Exact. Moi, je sépare les choses pour ma santé mentale, pour me sentir bien avec tout ça. Donc, quand les gens attaquent et critiquent, ils attaquent la perception qu'ils ont de moi et non qui je suis. Je comprends. Puis 99% des gens qui peuvent me critiquer, je suis convaincu que t'es assis là, puis on jase, on a des points en commun. Ouais. On réussit à s'entendre sur certains sujets. On se parle avec respect. Mais sur Internet, c'est pas ça. Puis je peux comprendre que si tu vis une journée de marde, puis tu vois moi qui a l'air heureux, puis qui parle de succès, ou je parle avec un ton rough, ça se peut que tu as envie de m'envoyer chier. Fait que je le comprends. Ouais. Et l'autre affaire, c'est que tu disais, il y a beaucoup de monde qui te critique. Non, ça, c'est qu'est-ce qu'on voit. En DM, c'est des cœurs, c'est merci, t'as changé ma vie. Ouais. Tu comprends? Fait que si tu vas sur Google Review, je dois avoir 5 étoiles de merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Même affaire Spotify, on a des 2000, 3000 personnes qui ont mis un 5 étoiles. Nos clients, témoignage après témoignage. Un groupe Facebook qui s'appelle Les Drôlement Inspirés. On filme des témoignages de clients avec leur coach. Il y en a une cinquantaine de monde. C'est comme ça a changé ma vie. Fait que je vois pas vraiment... Les gens peuvent voir la critique en dessous des commentaires. Mais c'est sur un nom qui n'existe pas, user, ça peut être un faux compte, tu comprends ça? Ouais. Fait que rendu là, je pourrais dire à tout le monde qui m'aime, hey, allez commenter toutes mes vidéos, puis tu verrais même pas les commentaires négatifs. C'est juste que les gens qui m'écoutent, les gens qui m'aiment, les gens qui achètent ce qu'on vend, ben eux, ils perdent pas leur temps à écrire des commentaires parce qu'ils sont trop occupés à réaliser leur rêve. Effectivement. Pour en revenir à ce que je te disais, comment tu as fait pour te démarquer, publicité? Parce que tu expliquais pendant la conférence que je pense que tu avais investi comme 100 000 sur... Tu reviens avec des chiffres. Tu veux parler de chiffres? Ça, on va en parler de chiffres. Ça, je vais le dire parce que c'est encore sur ma carte de crédit. Non, mais j'ai comment. En fait, le monde pense que j'ai comme émergé à cause de TikTok. Puis c'est vrai que j'ai eu beaucoup de visibilité avec TikTok. Et le hashtag drôlement inspirant sur TikTok est rendu comme à 120 millions de vues. C'est malade. Mais ça a commencé sur Facebook. 2 ans avant, où j'ai investi en publicité Facebook durant la pandémie, où je faisais des conférences en ligne. Donc, j'avais une conférence qui était vraiment axé sur la confiance en soi. Puis les gens pouvaient s'inscrire puis écouter ça en ligne. Fait que c'était merveilleux parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas voir personne. Fait que le monde avait rien que ça à faire.
Et il y a que ça à faire. C'était la chose positive qu'ils pouvaient faire de leur semaine. Le dimanche, je connectais à la conférence. C'était gratuit. Puis évidemment, à la fin de la conférence, pour rentabiliser tout ça, je vendais un produit qui était une formation sur la confiance en soi. C'était super bon. Le monde a adoré. Des bons commentaires et tout ça. Puis ouais, j'ai investi un peu plus que 100 000 en une année en publicité Facebook pour me faire connaître. Puis en fait, c'était pour faire connaître Drôlement Inspirant parce que avant ça, je faisais des vidéos sous le nom de Charles Côté. Charles Côté. Et ça marchait très bien aussi. Ouais. Mais c'était plus dans l'humour à ce moment-là. Je comprends. Au début, c'était vraiment... Tu sais, j'ai fait des shows d'humour aussi. Donc, je savais que j'allais arriver vers Drôlement Inspirant, mais tu sais, j'ai fait des shows d'humour parce que j'adore l'humour. J'aime la mécanique de humoristique. J'aime voir comment les humoristes créent des gags, la répartie. Bref, j'adore vraiment ça. Puis j'étudiais ça. Et au début, c'était vraiment plus humoristique, mais avec une morale inspirante. Je comprends. Puis après ça, c'est avec le temps, vu que mon entreprise s'est développée par le fait même, le contenu, il va y avoir du contenu, oui, qui peut être drôle, mais il va y avoir plus de contenu inspirationnel parce que c'est ça le cœur aujourd'hui de mon entreprise. Je suis pas un humoriste, mais je suis capable si, mettons, on me demande le mandat de faire un show d'humour, je peux écrire. Tu peux le faire. Si j'ai quand même un peu de jus, là, un peu de sujet, puis tout ça, là, mais je suis capable. Je dis pas que je vais faire Martin Matt de moi, là. Et 3/4 des humoristes de la relève, probablement qu'ils sont tous plus drôles que moi, puis ils vont être meilleurs que moi. Fait que je me prends vraiment pas humoriste. Je les trouve talentueux, puis je les aime. Mais moi, de mon côté, je veux dire, je suis à l'aise de dire, je prends le mandat, je le fais. Tu sais. OK. Puis là, est-ce que tu es capable de chiffrer, de dire, regarde, t'as investi 100 000 sur les réseaux sociaux, ça t'a rapporté combien? Ça, je peux le dire. Cette année-là qu'on a mis 100 000, c'est autour de 280 ou 290 000. Le retour est quand même bien. Qui est revenu à ce moment-là. Puis après ça, l'année d'après, j'ai pas mis de pub pantoute. Et juste en surfant sur l'organique, là, on est monté dans le million de chiffre d'affaires. Puis après ça l'a augmenté. Puis là, je vais recommencer à faire plus de publicité. J'avais arrêté parce que je me disais, j'ai pas besoin parce que mon organique était vraiment fort. Mais à recommencer, c'est une grande erreur que j'ai faite parce que faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Puis ça aurait été mieux de continuer à investir en pub, puis là, d'être encore 10 fois plus connu, avoir 10 fois plus d'impact. Mais bon, on apprend nos erreurs en même temps, mais là je compte le faire puis recommencer à investir. Puis ce 100 000-là, quand tu l'as investi, l'avais-tu? Ben non. Fait que t'as été prendre sur ta carte de crédit. Absolument. Tabarnak. Absolument. Okay. Tu sais, tantôt quand tu disais, ouais, mais là, moi, j'ai pas d'argent. Ben, non, pas non plus. Fait que là, si ça marchait pas, t'avais une dette de 100 000. Là. J'avais plus qu'une dette de 100 000 parce que au moment que j'ai commencé, je faisais de la consultation dans l'automobile puis je traînais encore des dettes de carte de crédit. Où ce que moi, j'avais, longue histoire courte, à 21 ans, 22 ans, j'achète ma première maison, je me fais congédier en même temps. Et ma maison, je m'étais arrangé pour avoir un j'ai plus le terme, peut-être que tu vas l'avoir mieux que moi, là, mais... Une marge de crédit? Non, c'était un cashback là, sur... Une remise en argent? Exact, remise en argent, merci. Donc, j'avais une remise en argent, puis ça servait à payer justement ma carte de crédit, parce que pour acheter ma maison, ce que j'avais fait, j'avais un revenu stable, parce que j'étais directeur des ventes dans l'automobile, mais j'avais pas assez d'argent, puis je calculais que ça allait me prendre comme 5 ans à acheter une maison si j'économisais, mettons, ce que je pouvais selon mon budget. Fait qu'à part ce que j'ai fait, c'est que j'ai bypassé un peu le système. Je sais pas si on peut faire ça aujourd'hui. Il faut quand même être audacieux, parce que j'ai payé de l'intérêt en tabarouette pendant longtemps, mais ça a été payant. C'est que je payais toute ma vie avec ma carte de crédit, puis ma paye restait dans mon compte de banque pour montrer aux banques que j'avais des bons états financiers. Absolument. Donc, j'avais la mise de fonds, mais des dettes sur carte de crédit. Mais vu que les dettes de carte de crédit, ils calculent ça selon un ratio, je me faisais tout le temps augmenter. Je cherchais d'autres cartes puis tout ça. Fait que là, mettons, j'avais pour 50 000 de carte de crédit, mais j'avais 20 000 de dettes. Le ratio est pas si pire. Tu comprends? Mais si tu as 900 sur ta carte de crédit, que tu as une limite de 1000, tu es en dette à 90 %. Exact. Fait que je sais plus si les règles c'est encore ça, mais moi, c'était ça à l'époque. Et là, j'ai pas acheté la maison, puis la remise en argent allait servir à payer mes dettes. Sauf que là, j'ai perdu ma job entre-temps. Et le temps que je me retrouve autre chose, puis que je patine, j'achète des meubles pour la maison, puis tout ça. Un char, parce que là, j'avais un char fourni à mon travail, fait que j'achète un char. J'allais être consultant, fait que j'allais me promener, fait que j'avais des dépenses qui étaient reliées à ça. Ça s'accumulait. Puis je continuais d'investir en moi. Je continuais à faire des formations, je continuais à me développer. Fait que j'ai jamais arrêté ça. Puis je pense que le plus haut que je l'ai monté, c'est à peu près à 30 000. Puis ça me stressait pas tant que ça parce que j'avais une foi comme inébranlable que
j'allais réussir à me sortir de ça parce que c'est inévitable que je travaille tant fort sur me développer, tant fort sur bâtir des projets, puis que ça fonctionne jamais. Si tu me disais par contre, Charles, est-ce que tu aurais pensé que ça aurait été par la croissance personnelle que tu aurais bâti une entreprise? La réponse aurait été non, parce que je savais pas ça allait être. Je savais que j'allais donner des conférences. Je savais que j'allais faire du coaching, mais je pensais pas que ça allait être ça. Vraiment l'entreprise en soi. Je comprends. Mais je me disais, ça sera plus tard. Parce que je voulais vraiment acquérir assez d'expérience pour être compétent dans mon domaine. Et quand j'ai lancé, au début des premières formations, ma première formation s'appelait Drôlement Confiant, qui était axée sur la confiance en soi. Je n'étais pas un coach de vie, tu comprends? Je coachais pas sur plein de sujets. Je parlais de confiance en soi, point. J'avais, parce que vu que c'était un de mes enjeux à la base, j'avais tellement travaillé ça, puis j'avais aidé déjà des personnes parce que je faisais des vidéos, puis tout ça. Fait que j'avais déjà du monde qui avait été mes clients. Je mets des guillemets parce que je chargeais pas cher parce que moi, je me considérais pas tant compétent, mais là, j'avais des résultats de fou. Fait que quand j'ai lancé un produit, puis que là, les premières personnes qui achetaient, ça fonctionnait vraiment pour eux, puis c'était concret, mais c'est là que ça a commencé à vraiment rouler parce que là, le bouche à oreille se fait, puis c'est cohérent. Puis voilà, fait au début, ça a vraiment commencé confiance en soi. Puis à travers ça, je me suis développé. Puis c'est là que ça a grossi. Puis j'ai pu élargir un petit peu plus. Puis je continue d'élargir. Mais je ne vais pas dans les zones que je connais pas. Je ne vais pas dans je veux être un généraliste puis aider le monde dans tout. Parce que c'est pas vrai, tu peux aider le monde dans tout. On a tous une zone de génie. Puis je me concentre sur la mienne. Mais c'est vrai comme ça que ça a commencé. Mais ce qui est intéressant dans ce que j'entends que tu me dis, c'est que c'était pas clair pour toi dès le début. C'est jamais clair pour personne. Ben, en fait, le problème que moi, j'ai remarqué que des fois, les gens ont, c'est qu'ils veulent que ça soit clair tout de suite avant de passer à l'action. Oui, mais c'est parce que c'est ça qu'on est habitué, puis c'est ça qu'on se fait vendre. Tu vas à l'école, tu vas au cégep, tu vas à l'université, puis tu étudies, tu vas avoir tel job. Exact. C'est très concret. Exact. Je dis pas que c'est mal. Je dis juste que ça biaise un peu la façon qu'on pense après ça dans la vraie vie quand vient le temps de prendre des décisions ou si tu veux te lancer travailleur autonome ou entrepreneur, le chemin il est pas tracé. Exact. Tu peux t'inspirer des pas de quelqu'un, mais ça va quand même être différent. Chaque personne a son chemin à faire, puis on le sait pas. Puis moi, je pense que de toute manière, même pour la personne qui va à l'université puis qui a son travail, dans d'autres sphères de sa vie, elle sait pas ce qu'elle s'en va. Exact. Relationnel, en couple, peut-être qu'elle sait pas ce qu'elle s'en va. Ses enfants, je sais pas si j'en veux. Financièrement, peut-être qu'elle sait pas ce qu'elle s'en va. Je pense qu'il faut accepter que tout le monde est juste en mode I figured out. Genre, on essaye de comprendre ce qui se passe. Mais il y a plein d'affaires qu'on comprend pas. Comme on sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on sait pas ce qui se passe après la mort, on sait pas. Il y a plein d'affaires qu'on comprend pas. Puis le but, c'est pas de faire comme non, faut faire semblant de comprendre. Puis je pense que quand on devient adulte, on veut essayer de prétendre qu'on comprend tout. Exact. On comprend les affaires bien. Si tu prends quelqu'un un à un puis tu lui dis est-ce que tu comprends tout, la personne va te répondre non, c'est sûr. Mais on agit comme si, inconsciemment, pour se protéger de notre identité, pour pas avoir l'air de quelqu'un qui ne sait pas. Parce que c'est. Mettons, tu me poses une question, je te dis je le sais pas. Automatiquement, la personne qui écoute fait comme perd un peu de crédibilité à mes yeux parce qu'il a répondu je sais pas. Tu me suis? Fait que c'est touché parce qu'on veut tous bien pareil, puis c'est correct, mais il y a plein de choses qu'on sait pas. Puis je savais pas ce que je m'en allais au départ avec ça. Puis ça paraîtrait tellement bien de dire non, je le savais, puis j'ai fait ça, puis voici, mais c'est complètement faux. Puis si tu me dis Charles, tu t'en vas où pour les 10 prochaines années? Man, je sais-tu, je m'en vais où pour les 10 prochaines années? Qu'est-ce qui va arriver sur la planète dans les 10 prochaines années? J'en ai aucune idée. Moi, si tu me disais, Charles, mettons à 18 ans, là, tu commences là, à faire tes projets, puis tout ça, puis tu veux aller dans la croissance personnelle, puis que ce soit ça, peut-être éventuellement un projet dans ta vie, sois patient parce que dans 7-8 ans, il va y avoir une pandémie. Puis à ce moment-là, les gens vont être chez eux. Puis ils vont être sur Zoom. Ça n'existait pas à ce moment-là. Exact. Ils vont être sur Zoom, puis tu vas pouvoir les rejoindre à partir de là. Tu vas pouvoir les coacher à partir de Zoom dans ton sous-sol, dans ta première maison que tu vas avoir achetée au moment que tu vas avoir perdu ta job dans l'automobile, que tu n'as pas encore eu. Ouais. Tu me suis? C'est impossible de savoir le chemin d'avance. Tu sais qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui. Tu sais ce que tu as à faire à peu près ce mois-ci, puis tu peux avoir des objectifs sur cette année. Ouais. Mais d'avoir une idée claire de dans 5 ans, je me vois là, ça peut être j'aimerais me rendre là. Voici l'ambition que je vais me rendre là. Exact. Mais est-ce que ça va être clair à 100%? La réponse, c'est non, tu le sais pas. Puis c'est ça pour tout le monde. C'est juste qu'il y en a qui paraissent tellement bien, puis je comprends quand la caméra est allumée que c'est beau de dire voici le chemin, ce que je m'en allais. Puis les gens sont pas malhonnêtes. Ils le font par automatisme parce qu'ils savent pas que c'est pas vrai au final.
C'est vrai. Puis vu que là, le chemin est fait, ils se disent, non, ben, je le savais, là. Oui, je le savais que je voulais ça, mais tous les détails du comment c'est arrivé, oublie ça, jamais. Jamais, j'aurais pu me douter que ça serait arrivé comme c'est arrivé, avec les actions que j'ai prises. Après ça, Facebook, ça avait marché avec la pub. Et là, ben, à un moment donné, ça l'arrête. Là. La pub commence à tripler, doubler de prix. Je rentabiliserai plus mon investissement. Arrête ça pendant 2-3 mois. Gratte la tête, qu'est-ce que je fais? Il y a un gars qui me parle de TikTok. On est en 2019. Là, j'ouvre ça, rien que des filles qui dansent. C'est quoi ce TikTok, Alice? Ah non, mais ça va être bon. Là, je vois 2-3 vidéos de Gary Vee qui parlent de TikTok. Bon, il a prédit quand même une coupe d'affaires, le dude. Là, fait que, mettons, j'essaye. Embarque là-dessus. Ça commence à surfer là-dessus. En ce moment, tu regarderais mon TikTok, on va pas bien pantoute, là. Mes vidéos TikTok, là, 3000 vues, 7000 vues, même 50 000 vues si je suis un peu dans des sujets controversés. 200 000 vues si je suis vraiment dans la controverse. Mais mettons que je parle juste d'un sujet de croissance personnelle, 3-4 000 vues. Fait que mon TikTok, il roule pas en ce moment. Instagram, ça va bien, là. Wow. Podcast, ça va super bien. Fait que c'est jamais acquis, jamais. Fait que je peux pas dire, ah ouais, là, je continue TikTok parce que. Puis souvent, on tombe en amour avec le processus ou avec ce qui fonctionnait. TikTok marchait, faut que je continue. La pub Facebook marchait, faut que ça continue. Non, peut-être qu'il faut juste que tu apprennes à grandir et que tu sois capable d'accepter du changement. Exact. Puis d'avancer là-dedans. Puis ça, je suis pas bon dans tout, mais je suis bon en esti à accepter le changement, puis à bouger, puis à changer de bateau si ça stagne trop. C'est-tu pour ça que, d'après toi, que ton entreprise est rendue comme ça? Parce que ça t'a pas pris 5 ans, ça t'a pas pris 10 ans non plus pour faire les chiffres que tu fais puis réussir? Ben, c'est clair, c'est inévitable. Mais c'est plein d'ingrédients partout. Je veux dire, c'est pas juste une affaire, mais si on prend, mettons, on pourrait prendre l'exemple d'une recette. Je peux pas dire, c'est-tu parce que tu as mis de la farine que ton gâteau goûte bon? Non, il y a autre chose, tu comprends? Mais inévitablement que d'avoir une capacité adaptative, c'est un ingrédient qui est super important. Mettons que la capacité adaptative, quand tu es dans des projets entrepreneuriales, c'est pas mal la farine pour un gâteau. Là. Ça fait partie d'un ingrédient assez important parce que il va avoir sujet à changement. Les gens qui ont vécu la pandémie très, très difficile dans leur domaine, dans leur industrie, c'est pas parce qu'ils se sont pas nécessairement adaptés au début. C'est que peut-être qu'au début, il y a eu de la réticence, mais après ça, il y a des choses qu'il va falloir que tu changes et que tu acceptes qu'il va peut-être falloir que j'utilise plus la technologie pour ça. Puis d'accepter aussi qu'il y a des choses qui vont disparaître. C'est vrai. Moi, je suis pas accroché au processus en ce moment que TikTok va tout le temps marcher ou que Facebook va tout le temps marcher. Puis je peux pas juste m'accoter là-dessus en me disant « Ah, on peut surfer là-dessus ». Fait que c'est de prendre rien pour acquis puis pas être surpris quand il y a du changement. Parce que tout change, tout bouge. La Terre bouge, là, au moment où on se parle, mais on le sent pas. Puis il va arriver des choses positives, il va arriver des choses négatives et c'est inévitable. Fait que si tu développes ta capacité adaptative en te développant personnellement, ben c'est clair que tu as un avantage sur tout le reste des gens qui sont dans la réticence, puis c'est comme pourquoi ça m'arrive à moi, puis c'était mieux avant, puis à l'époque, puis tomber en amour avec ce qui s'est passé. Non, c'est comme moi, ce que je veux, c'est constamment améliorer, puis je veux pas avoir un chemin plus facile. Je veux devenir meilleur. Puis faire plus d'argent aussi, j'imagine. Non. Arrête avec le sujet de l'argent. Non. Écoute, moi, je suis... C'est un hasard, les millions. Ah, OK. Fais des vidéos, j'ai mis un lien de paiement. Tout le monde a mis le carte de crédit. C'est pas mon problème. Ah, c'est bon. Écoute, autre chose qui me tient un peu à cœur, c'est les jeunes. Puis pourquoi ça me tient à cœur? Parce que moi, je le dis pas souvent, ça m'arrive de temps en temps de le dire, là, mais moi, j'étais une fille à problème quand j'étais jeune. Tu sais, je savais pas, un peu comme toi, ce que je voulais faire dans ma vie. On dirait que j'allais à l'école pour dire que j'allais à l'école parce que c'est ce que mes parents voulaient, mais moi, c'était pas vraiment ça que je voulais. J'ai été faire un DEC en éducation à l'enfance. Je suis comme... Puis même aujourd'hui, en y repensant, je suis comme, qu'est-ce que j'ai été faire là, tu sais? Mais c'est un processus. Et je me rends compte que de plus en plus, les jeunes, ils vont à l'école pour dire qu'ils vont à l'école, mais il n'y a pas un but derrière. Si tu arrives, tu assis un jeune de 16 ans, 17 ans, puis tu lui dis pourquoi que tu es là aujourd'hui, pourquoi... Il va être comme, ben, je sais pas, je pense que c'est ça que je dois faire. Je pense que c'est ça que mes parents veulent. Et on associe à dire que si tu vas pas à l'école, t'as pas un diplôme,
techniquement, tu peux pas bien réussir ta vie, ce qui est totalement faux. T'sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte que quand j'ai fait le switch entre salarié à travailleur autonome, ma vie a changé. C'est même en termes de... Dans ma tête à moi, j'étais comme, c'est-tu possible de faire les 6 chiffres? Tu sais, pour moi, c'était comme... Mon père, il a jamais fait 6 chiffres de sa vie. Ça paraît gros, là, au début. Tu comprends? Ouais. Ben oui! Moi, la première fois que j'ai fait mon 6 chiffres, j'étais comme, hey, j'ai vraiment fait ça! Ouais, il y a une fierté en même temps. Exact! Puis après ça, bon, j'étais comme next, là, mais ça reste que sur le coup, j'étais comme, OK, shit! Et moi, je me rends compte de ça. Je me rends compte que les jeunes, tu les parles, puis t'es comme, ah, comment c'est l'école? Puis tout, ah, c'est correct. Mais il n'y a pas de cette flamme-là où je sais déjà ce que je veux faire dans la vie. C'est difficile à 16 ans d'avoir une flamme de qu'est-ce que tu vas faire plus tard, tu sais. Moi, je peux te dire, mettons, tout le monde secondaire, tous les jobs ou les métiers que je pensais avoir plus tard, puis c'est comme j'ai changé 50 fois d'idée. L'enjeu, c'est de forcer à trop rapidement. T'sais, c'est ça qui peut être anxiogène pour le jeune. C'est de. Puis dans les conférences que j'ai données dans des écoles, mon message était beaucoup à travers ça. Ce que je disais, c'est que c'est correct de ne pas savoir, tu sais. Puis souvent, je m'étais fait poser la question parce que je me fais beaucoup challenger par rapport au discours du système scolaire parce que je suis un décrocheur scolaire, puis je ne me gêne pas de le dire. Je dis pas que l'école, c'est pas bon. Je dis que c'est tellement important qu'on devrait enseigner des choses qui nous serviraient plus que qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Absolument. C'est pas de dire que tout ce qu'ils disent, c'est pas bon, mais c'est qu'il y a des affaires peut-être plus importantes qu'on devrait savoir. Je suis d'accord. Mais jamais, j'ai dit à un jeune, lâche l'école, ça va être bon pour toi. C'est pourquoi? Parce que moi, quand j'ai arrêté l'école, je savais quand même là ce que j'allais faire. Là, j'avais un plan. Je te dis, dans la vie, on n'a pas tout le temps, on ne sait pas le chemin où ce que ça va se diriger. Mais je travaillais sur la ferme, j'avais ma compagnie de machines distributrices, puis je savais que je partais avec ça. Puis j'avais l'ambition future de, OK, je vais réaliser ça. Puis, j'étais rendu, je faisais des modules de secondaire 3, puis j'avais l'âge d'être rendu au cégep. C'était complètement ridicule, là, que je suis encore là. Fait que, il y a cette portion-là que les gens comprennent pas quand je parle de mon histoire par rapport à l'école. Mais jamais j'ai dit à un jeune comme lâche l'école. Ce que je leur dis souvent quand ils savent pas ce qu'ils veulent faire, c'est s'ils savent ce qu'ils veulent faire, tant mieux, fait qu'ils vont rester. Mais s'ils savent pas ce qu'ils veulent faire, puis là, c'est là qu'ils ont le goût de lâcher, c'est la pire des choses. Parce que en ce moment, tu peux, en restant à l'école, chercher qu'est-ce que tu aurais envie de faire. Tu sais. Et peut-être que l'affaire que tu as envie de faire, ça va te demander justement d'aller au cégep à l'université. Puis là, au moins, tu es déjà sur le chemin de. Tu sais. Et en soi, tu vas quand même apprendre des choses qui vont pouvoir te servir. Il y a un paquet d'affaires qui ne serviront rien plus tard. Mais des affaires qui vont te servir. Mais je pense que aujourd'hui, les jeunes vont peut-être avoir plus d'idées grâce aux médias sociaux qui sont capables de voir qu'est-ce qui est possible. Parce qu'il y a plein de créateurs de contenu qui vont parler de ce qu'ils font dans la vie, puis là, on voit qu'est-ce qui est possible. C'est plus comme à l'époque où tu viens qu'ouvrir le livre, puis faire voici la liste des jobs que tu peux avoir. Exact. Là, c'est fucking plate. Il n'y a rien qui te passionne, qui te passionne, que tu t'identifies à. Ou t'as le foutu test là, d'orientation là, qui est de la merde, là, qu'on te fait faire un test, puis t'es comme. Ouais, moi, je te verrais faire ça. Je suis hein, quoi? C'est weird de faire un test à un humain. C'est du n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi. Ce que tu peux être. Moi, ce que je trouve... c'est correct pour donner des idées, mais ce qui est dangereux là-dedans, c'est de donner une identité selon le test. Fait que là, le test, les gens disent comme le test, c'est la vérité. Le test, c'est une vérité. Fait que selon la vérité du test, toi, c'est ça la liste de ce que tu peux être. Puis là, il faut que tu trouves une identité là-dedans. Puis s'il n'y a rien avec laquelle tu t'identifies, ça devient difficile d'être motivé à vouloir plus dans la vie. Donc, il faut se donner quand même du temps par rapport à ça parce que tu peux trouver finalement ton métier de rêve à fucking 35, 40 ou même 50 ans. Puis c'est tout à fait correct. L'important, c'est qu'en ce moment, tu te fasses au moins comme quelque chose que tu sens que ça pourrait être le fun. Fait que le jeune qui a 17 ans, qui est son secondaire 5, puis suppose qu'il s'en va dans la vie, c'est quoi la job en ce moment que tu penses que tu pourrais aimer faire? Puis commencer juste vers là, mais au moins avoir une vision de moi, c'est quoi les rêves que j'ai. Fait que pas penser à ton travail, mais les rêves que tu as. Parce que il y a une affaire aussi qu'il faut comprendre, c'est que les rêves que tu as peuvent t'aider à choisir par la suite qu'est-ce que tu vas faire. Parce que si tu dis, moi, il faut que j'y aille selon le métier, je vais devenir infirmière. Je sais pas si je vais aimer ça, mais je vais faire ça. Parce que je suis haïtienne, mes parents vont être fiers. Comme tu disais tantôt. Exact. Donc, je vais faire ça parce que c'est ça qu'on dit dans ma famille, il faut que je sois. Exact. Et là, t'aimes pas ça. Puis là, finalement, tu te dis, moi, j'aimerais tellement ça, pouvoir plus voyager. Là,
faut t'accepter le style de vie du métier que tu as choisi. Ouais. Mais si à la base, tu fais comme non, moi, j'ai très voyager puis je veux voyager, ben, tu n'iras pas faire un métier qu'il faut que tu sois entre telle heure et telle heure dans un bureau ou dans un hôpital. Tu vas faire un métier que, OK, tu as une flexibilité au niveau de l'horaire. Fait que déjà là, on enlève des variables de potentiel travail. Fait que moi, je pense que c'est plus important de se concentrer sur qu'est-ce que tu veux de la vie en termes de rêve, puis après ça, choisir un métier qui va correspondre à ce style de vie-là, au lieu d'accepter le style de vie d'un métier en soi, où ce que là, il faut que tu assumes que c'est ça le salaire. Ben, c'est ça. Tu comprends? Fait, je comprends. Mais il y en a qui vraiment. C'est comme moi, je me fous du salaire, je veux être éducatrice à la petite enfance. Puis ils vont triper faire ça, puis ils vont être super bonnes, puis ça n'en prend. Puis j'aime les personnes qui travaillent dans ce milieu-là parce que je veux que mes enfants soient bien traités quand ils vont à la garderie, tu sais. Mais faut que tu le fasses parce que t'aimes ça, puis c'est correct de changer. Mais là, le défi, par contre, Charles, c'est de convaincre nos parents. Parce que toi, demain matin, là, tes enfants viennent voir, là, puis disent, papa, j'aime pas l'école, va aller travailler salaire minimum au McDo, là. Tu le prends comment? Vas-tu le dire, oui, mon fils, je t'encourage à faire. Il va avoir une irritation, veut ou veut pas, qui va se déclencher. Ça dépend c'est comment que c'est amené. Parce que n'importe quel parent en ce moment qui se fait dire par son jeune, je veux lâcher l'école, peu importe c'est quoi la raison en arrière, ils vont dire non, lâche pas l'école. Ça dépend c'est quoi que tu veux faire, ça dépend, il y a tellement de nuances. C'est-tu, hey, t'es à ça de le finir, Chris, un petit dernier effort, mon homme, finis-le, ou vraiment c'est comme, je comprends absolument rien, mais ce que je vais aller faire va avoir beaucoup plus de valeur dans la société et plus de valeur dans ma vie, puis ça va me rendre plus heureux. Ça dépend d'un paquet de variables. Je pense pas que c'est une réponse à sens unique. Cependant, la caricature que tu peins de OK, mais il va travailler sur le minimum au McDo. OK, mais rien faire, fumer du buzz, rester traîné dans le sofa. OK, mais là, le problème n'est pas qu'il lâche l'école. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait au lieu d'être à l'école. Ouais. Si ce que tu fais au lieu d'être à l'école a plus de valeur, peut-être. Mais si ce que tu fais au lieu d'être à l'école a moins de valeur, non. Fait que mon problème, c'est pas que tu lâches parce que tu veux aller travailler ou parce que tu vas aller fumer du pot. Le problème, c'est parce que, OK, tu as choisi de rien faire ou tu choisis de faire quelque chose. Moi, quand je lâche l'école, mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Mais la journée que j'ai lâché l'école, je devais payer un loyer. That's it. J'étais un adulte, là. 17 ans, Charles, t'es un adulte. Parce que tu as pris une décision d'adulte, tu vas vivre comme un adulte. Il était hors de question que je sois couché sur le divan, à chiller, à rien faire. Puis je m'enlignais en crise. Je travaillais, puis j'avais des projets, puis je bougeais, puis si tu me parlais, tu disais, ce gars-là n'a pas 17 ans. Ce gars-là, il a 21, 22, il a une maturité. Tu comprends? Puis comme il a 22 parce qu'on voit qu'il n'y a pas de barbe, puis il a l'air d'un enfant, mais même pour 22, il est mature, tu comprends? J'avais 17. Donc, c'est différent pour tout le monde. Mais toi, tu ferais ça au niveau que t'es rendu, tu sais, t'as les moyens, tu dirais à ton fils, garde, tu veux pas aller à l'école, ben moi, je te donne le choix si t'as pas un objectif clair. C'est pas vrai que tu vas rester sur mon sofa à manger des chips. Ils resteront pas sur le sofa. Puis tu payes un loyer, puis let's go, tu prends tes responsabilités. Non, je pense pas que je mettrais, je couvrerais pour que ça soit trop facile parce que ça sera pas à leur avantage. Par contre, là, mes enfants sont beaucoup trop jeunes, fait que je suis même pas encore rendu là en termes de réflexion, mais c'est quelque chose que je réfléchis quand même régulièrement. Je me demande si je veux les envoyer à l'école publique. Je me demande si je veux qu'ils aient à l'école au Québec. Je me demande si, tu sais, je le sais pas. Je sais pas. Puis il y a des systèmes éducatifs un peu partout dans le monde qui sont différents. Absolument. Oui, ils vont avoir la chance que peu importe combien l'école coûte, si c'est une école qui peut être merveilleuse, ben ils vont pouvoir y aller à défaut d'avoir passé l'examen. Mais tu sais, moi, mes parents voulaient m'envoyer à l'école privée. Puis il n'y avait pas des gros moyens financiers, mais c'était important pour eux. C'est juste que j'ai poché l'examen pour y aller. Je dis, il n'y avait rien à faire avec moi pour ça. Je comprends. Moi, c'était vraiment. Mais t'es pas dans la philosophie de dire, regarde, moi, j'ai les moyens, j'ai de l'argent, puis je vais rendre un peu les choses faciles à mon enfant. Ben, ça va être facile dans le sens où ce que mes enfants ne pourront pas faire comme si c'était dur quand on était sur un yacht à Monaco. Là, tu comprends, tu sais? Je comprends. C'est comme quand mon premier il est né, au début de sa vie, où ce qu'il pouvait aller à la garderie, il passait plus de temps à l'aéroport dans les avions qu'à la garderie parce qu'on voyageait, tu sais. Fait que c'est un brag, là, tu sais. Mais fait ils n'auront pas une vie difficile. Cependant, moi, ce que je veux réussir à faire, c'est de leur mettre des défis jeunes, de se débrouiller, d'apprendre de leurs erreurs, puis que ça soit pas trop facile, parce que ça fait pas des humains débrouillards, ça fait pas des humains accomplis, ça fait pas des humains fiers, parce qu'ils ont juste à venir faire « Papa, tu m'aider pour... » Non, fait que je pense que ça, c'est important. Je pense que ça va être difficile parce que
ce qui serait le plus facile, ça serait de payer, tu sais. J'avais interviewé Ray Junior Courtemanche sur mon bateau l'été passé, puis il me disait que quand c'est le temps de changer les pneus, d'été à hiver, hiver à été, sur les autos de ses enfants, il le fait avec eux dans le garage. Ray, il y a l'argent là il y a l'argent pour acheter le terrain où ce que tu peux bâtir le garage, posséder le garage, tous les employés, puis envoyer le char là se faire réparer, tu comprends? Puis d'avoir des chars neufs en même temps pour ses enfants. Il pourrait faire ça financièrement. Non, ses enfants ont des chars, peut-être ça l'a changé, mais au moment qu'il me l'a compté, ses enfants ont des chars bien ordinaires, entre guillemets, des tacos, qui doivent être sécuritaires évidemment, mais il fait changer les pneus à ses enfants pour qu'ils apprennent de ça. Ça, moi, je trouve que c'est une belle... Pour moi, ça, c'est quelque chose d'inspirant en termes de parentalité, où c'est un bel exemple à montrer que le gars, il est millionnaire, puis il change les pneus dans son garage parce qu'il veut montrer ça. Moi, ça sera peut-être pas ça, changer les pneus, mais ça peut être autre chose. Absolument. C'est l'exemple que je trouve le fun, où il pourrait facilement dire, regarde, j'ai ma journée de job, là, aujourd'hui, j'en ai assez fait. Tout à fait. V'là 100$, va au garage, puis... Non. Mais je pense que c'est important de réussir. Non, mais t'as raison, parce que je parlais avec un courtier hypothécaire que j'avais invité aussi dans mon podcast, puis il m'avait challengé là-dessus. Il dit, moi, Marsha, j'ai les moyens, j'ai de l'argent, j'en fais de l'argent, mais je ne vais pas payer l'université de mes enfants. Puis ça m'avait déstabilisé. Puis je dis, quoi? Comment ça, Chris? Pourquoi? Tu sais, dans le podcast. Puis il dit, parce que, Marsha, pour moi, c'est important que mon enfant sache tu payes tes frais, tes scolarités. Premièrement, tu vas avoir un respect aussi pour la formation que tu suis. Exact. Tu manqueras pas quand tu as envie de manquer. Puis ça va amener une autonomie de ton côté. Exact. Il dit, Marsha, je te le dis, non. Moi, c'est tu payes ton université, tu veux étudier en médecine, ben tu travailles, tu vas à l'école. Puis ça, j'étais comme, non, mais c'est tough faire ça. Ouais. Tu vois, mais moi, je l'ai fait. Tu sais? Fait qu'il m'avait challengé par rapport à ça. Puis pendant que je rentrais à la maison, je conduisais, je pensais à ça. Puis j'étais comme, c'est pas fou, là. Tu sais, le gars, il a les moyens, il a de l'argent. Puis il te dit, non, moi, je veux qu'ils aient cette responsabilité-là. Tu as pris ton temps, tu as choisi une formation, tu veux être médecin. C'est l'équivalent des pneus, en fait. C'est différent. C'est pour ça que je t'ai dit moi, je pourrais le payer, puis c'est pas moins bon ou meilleur. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est dans la même famille, c'est dans la même philosophie de dire, tu n'auras pas tout cru dans la bouche. Exact. Je pense que c'est important. Exact. Écoute, Charles Côté, je finis toujours mon podcast en posant cette question-là à mes invités. Combien tu gagnes? Hein? Non, je vais arrêter, j'ai compris. Je finis toujours quoi que je connais déjà un peu la réponse, mais je vais te la poser pareil. As-tu des investissements immobiliers? Investis-tu en immobilier? Parce que tu sais que je suis courtier immobilier, j'adore parler d'immobilier. Ouais. Est-ce que c'est ton cas? Oui, j'ai investi en immobilier, mais j'ai commencé à 21 ans. J'ai acheté une maison bigénération parce que j'avais un locataire dans le sous-sol. Moi, j'habitais au rez-de-chaussée. Puis par la suite, j'étais passionné par le levier de l'immobilier. J'étais pas passionné par l'immobilier. Fait que moi, j'ai pas comme 100 portes, puis c'est moi qui les gère ou j'ai un gestionnaire. Moi, j'achète des actions dans des compagnies qui détiennent de l'immobilier. Ou parfois prêts, privés, tout ça. Donc, je suis vraiment un investisseur passif. D'accord. Donc, j'investis passivement. Fait que les gens m'amènent des opportunités parce que j'ai un bon réseau de contacts de gens d'affaires / immobilier qui, lorsqu'ils ont besoin de faire un projet, des fois, ça prend une mise de fonds, ça prend de l'argent pour optimiser, ça prend de l'argent pour whatever. Donc, j'investis à défaut d'avoir un pourcentage dans le projet. Puis voilà, puis juste d'en parler comme ça, des fois, ça laisse des opportunités aussi. Il y a des gens qui font quand même, moi, j'ai un projet, on va aller écrire un courriel à Charles, puis voici, puis des fois, je peux le faire, des fois, c'est pas la bonne opportunité pour moi. Mais ouais, non, j'aime vraiment ça, mais je l'ai fait vraiment passif. Fait que c'est pas, je peux pas conseiller les gens sur l'investissement immobilier. Non. Parce que moi, je suis le doute. En fait, je suis comme la banque, tu sais. Exact. De façon vraiment plus humble. Mais plus d'intérêt. À court terme. Fait que, ouais. Puis, il y avait une particularité avec toi, c'est que en ce moment, je sais pas si c'est encore le cas, mais tu n'es pas propriétaire de ta maison. Là. Tu loues une maison à la Grant Cardone. Là, parce que lui aussi, je pense que c'est le même principe. Ouais. Il habite pas, la maison ne lui appartient pas. Pourquoi? Ben, c'est drôle, hein, parce que Grant,
je suis pas un fan de Grant, mais j'avais entendu son discours par rapport à acheter une maison, c'est pas la meilleure affaire. Non, c'est pas ça qui m'a convaincu, le fait des recherches plus exhaustives après, mais ça a quand même allumé une cloche de attends, là, parce que j'avais aimé le fait qu'il expliquait que une maison, c'est un produit pour une banque. Oui. C'est-à-dire que tu peux pas donner des prêts. Donner un prêt pour quelqu'un qui se part en affaires, c'est risqué. Tandis que donner un prêt pour une maison, c'est super stable. Oui. Si tu veux acheter des actions de Desjardins ou Banque nationale, ils vont pas te faire un prêt pour acheter des actions de leur propre entreprise. Oui. Mais ils vont te faire un prêt pour acheter une maison. Fait que tout le monde comme mérite d'être propriétaire, puis on prône beaucoup le fait d'être propriétaire. C'est une fierté. Si t'es locataire, tu payes l'hypothèque à quelqu'un d'autre, puis c'est mal. Si t'es propriétaire, faut que tu sois fier de ça. Fait que juste le fait qu'on pousse beaucoup ça, puis que de façon générale, je ne veux pas tomber dans la conspiration, mais de façon générale, on ne prend pas les gens à être épanouis, on ne prend pas les gens à être heureux, on ne prend pas les gens à être riches, mais on prend d'avoir une maison. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment pour le bénéfice de l'individu qui achète la maison ou c'est un bénéfice plus pour les banques? Pour les banques. J'entends ce que tu me pose la question. Oui. Fait que déjà, ça l'ouvre des questionnements, fait que ça l'ouvre à réflexion plutôt que de faire non, là, si ça va faire tabarnak, c'est acheter une maison qui a le meilleur affaire, puis louer, c'est de la merde. Non, je veux pas être dans cette cliché-là de mon oncle Gaétan qui est comme, moi j'ai acheté en 80, je l'ai vendu en 2020 dans les grosses surenchères, j'ai fait de l'argent. Ma maison, j'ai fait de l'argent quand je l'ai vendue. Par contre, si je calcule tout ce que j'ai mis en intérêt, en entretien, etc., versus ce que j'aurais pu investir ailleurs de façon différente en immobilier, j'aurais probablement fait plus. Je comprends. Donc, quand j'ai vendu ma maison, je regardais le marché aller pour me temps en surenchère. Donc, j'ai bénéficié de vendre en surenchère, mais là, j'aurais acheté en surenchère. Fait que ça revenait au même. Vendre ma petite maison en surenchère pour acheter une grosse maison en surenchère. Ça revient à la même affaire. Donc là, je me ramassais avec de l'argent dans ma société, mes compagnies, de l'argent d'entreprise, plus de l'argent personnel. Puis je regardais ça, puis je me disais, OK, si je vais acheter, mettons, le petit de maison que j'habite présentement, ça me coûterait un 200-300 000 de mise de fonds. J'ai pas 200-300 000 dans mon compte chèque personnel. Fait que je me sorte de l'argent de mon entreprise sur lequel je vais être imposé personnel. Fait que payer beaucoup d'impôts. Pour ensuite acheter une maison où je vais payer le cher de l'intérêt, les intérêts ont monté. Fait que là, je sors 200 000 ou 300 000 sur une maison, puis l'argent est gelé là jusqu'à temps que je la revende. Parce que je fais pas d'argent pendant que je paye à chaque mois. Je fais de l'argent la journée que je vais refinancer ou que je vais vendre. Donc là, c'est gelé là, ça l'attend. OK, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Sauf que là, je calculais qu'avec les opportunités que j'ai d'investir ailleurs dans des projets de construction, projets d'optimisation, prêts privés, whatever, c'était plus rentable de faire ça, de prendre le même argent et d'investir de façon différente en immobilier que d'acheter une maison. Fait que je dis pas acheter une maison, c'est pas bon. Je peux pas dire que j'ai tout compris puis que je peux donner un cours là-dessus, là, mais de façon mathématique, quand je le calculais, ça revenait plus rentable d'investir dans d'autres projets. Parce que maintenant, en ce moment, si je calcule, mettons, dans 5 ans, le même 200-300 000 que j'aurais mis en mise de fonds, dans 4-5 ans, va valoir beaucoup plus que la maison que j'aurais achetée. Ouais, je comprends. Tu comprends? Je comprends. Fait que c'était vraiment... Et oui, je sais qu'à chaque fois que je fais mon paiement de loyer de la maison que je loue, l'argent ne me revient pas. Mais sur le long terme, ce que je vais avoir mis là versus ce que je vais avoir gagné dans les projets que j'ai investis va rapporter plus. Fait que moi, j'investis beaucoup. Souvent de l'argent de mon compte pour investir en immobilier, mais présentement, j'ai aucun intérêt à acheter une maison. Puis ton loyer de ta maison te coûte combien? Plus ou moins 4 000. Puis, mais est-ce que toi, mettons, ce que tu me dis, tu te vois rester dans une maison en location toute ta vie? Non, je sais pas. Je vais voir avec le marché. Tu sais, si arrive une récession, il y a les gens qui ont acheté des maisons à 1, 2, 3 millions sont plus capables de payer. Finalement, une maison à 2 millions est à vente à 1,6, 1,5, puis puis les taux d'intérêt sont avantageux, puis dans une situation financière et de vie qui fait en sorte que c'est bon pour moi d'acheter, go. D'accord. Je sais même pas si je vais passer ma vie au Québec, je sais même pas si je vais... Il y a tellement d'affaires. J'aime la flexibilité de me dire, comme là, je loue présentement. Ouais. Puis si ça marche plus, puis j'ai le goût de faire autre chose, go. Je suis pas attaché Absolument, à un bien qui doit faire bien en sorte que je dois rester ici, puis que je dois être statique. Puis c'est comme, j'ai une opportunité qui est plus loin dans le Québec, j'ai une opportunité dans le monde, je vais être capable de bouger rapidement, puis pas faire, j'ai acheté une maison. Mais ta femme, elle est pas employée, elle travaille pas? Peut-être pour moi. Ah!
Oh, excusez, pardon. OK, parce que là, j'étais comme ça avec les enfants. La manière dont tu dis ça, c'est comme si c'est facile ça. J'ai bien géré ça. Ma conjointe était enseignante. OK. C'est drôle, hein? Parle de l'école, puis t'es enseignante. Et mais quand elle t'entend là, parler comme ça des écoles puis du système, c'est encore lisse? Oui, avec ça. Elle a décidé de lâcher l'enseignement pour travailler pour un décrocheur scolaire. C'est ça, exact. Puis elle amène un Christy de beau style de vie en parallèle de ça. Mais non, on a une situation familiale qui est le fun. Nice. Où c'est que quand elle a accouché du premier enfant, pendant son congé maternité, elle faisait des petites tâches à gauche à droite pour m'aider. D'accord. Puis moi, j'avais dit prendre le long congé de maternité, puis je vais subvenir aux besoins de la famille. Wow. Puis après ça, je voyais qu'elle était bonne dans ce qu'elle faisait comme tâche. Puis j'ai dit, ça te tenterait-tu de travailler avec moi au lieu de retourner faire de l'enseignement? Mettons, à salaire égal, tu décides de ton horaire, tu fais un peu ce que tu veux, mais tu as des tâches à effectuer versus tu t'en vas à l'école d'un horaire, puis tu n'as pas les congés quand tu veux. Qu'est-ce que tu choisis? Fait qu'elle a choisi la liberté de temps. Puis ça nous permet aujourd'hui d'avoir une vie qui est vraiment le fun, où si on veut voyager, j'ai pas à attendre après elle. Puis une entreprise familiale aussi, je sais pas. Si tu... Non? Plus ou moins. C'est mon entreprise, puis être employé d'entreprise. Ça serait tellement cute de faire « Oui, drôlement inspirant, c'est nous deux ensemble. » Non, OK? Non, mais elle me connaît. Fait qu'elle me donne des bonnes idées, elle me donne du bon feedback, elle est capable de voir les choses qui se passent en arrière des rideaux. Je comprends. Donc, mais on n'est pas rendu à dire entreprise familiale. Je suis désolé. M'excuse, chérie, mais elle sera pas outrée pour autant. C'est pas. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Je veux dire. Je comprends. Je les bats. En fait, c'est pas elle qui a amené ça à peu avoir une job. C'est moi qui l'ai amené à ce que je fasse assez d'argent pour te donner un salaire. Maintenant, ça te donne du travail avec moi. Oui. Fait que si c'était pas elle, prenait le poste à quelqu'un d'autre. C'est juste que je préfère vraiment que ce soit elle. Là. C'est clair. Non, c'est clair. C'est clair. Même comme tu l'as dit, en termes de qualité de vie. Tu as une opportunité, madame travaille à l'école, c'est plus complexe. Mais le plus gros de son travail, c'est d'aider la famille. T'sais. C'est tout ce qui a rapport avec les enfants. Nice. Moi, tu ne me verras jamais donner épicerie, tu ne me verras jamais faire à manger. Fait qu'on a vraiment on forme une équipe où cool. Elle a ses forces, elle a ses tâches, j'ai mes forces, j'ai mes tâches. J'essaye, puis c'est toujours des bonnes discussions parce que je veux pas tomber dans l'esti de moule qu'on a en ce moment de genre « We share the duties », puis c'est comme tous les deux parents doivent faire toutes les mêmes affaires, puis tout séparé, égal. Non. C'est comme, elle peut bénéficier de mes talents, moi je peux bénéficier de ses talents. Absolument. On est chacun bon dans nos affaires. Puis je suis pas payant, là, moi, à aller faire le ménage. Je suis désolé, là, tu comprends? Là? Fait qu'il va y avoir une femme de ménage, puis de temps en temps, elle va donner un coup de main là-dessus. Je suis pas payant à aller à l'épicerie, tu comprends? Je vais mieux faire une vidéo ou d'aller faire du coaching, puis qu'elle aille la faire l'épicerie, tu comprends? Faut le faire, c'est important. Je me dis pas, je suis au-dessus de ça. C'est comme, faut que ça se fasse. Mais il y a plein d'affaires quand tu as une famille qui te prend du temps. Absolument. Puis je suis vraiment en grande gratitude d'avoir quelqu'un qui aime vivre le style de vie de femme à la maison, en plus d'avoir un travail avec son conjoint qui fait en sorte que on s'épaule là-dedans. Absolument. Au lieu de elle a sa carrière puis ça aurait été correct, si quelqu'un qui est carriériste, ça c'est correct. Puis peut-être ça l'aurait moins fité aussi avec moi. Moi j'aime vraiment le fait d'avoir un style de vie où moi je rentre mes affaires. Puis au niveau de la famille, j'ai quelqu'un qui me donne un gros coup de main. Fait que ça permet d'être épanoui. Puis je pense que c'est important parce qu'on n'est pas dans un moule. Des fois, il peut y avoir du jugement à travers ça. Parce que la première affaire qui arrive quand quelqu'un qui est prospère financièrement, on parle du conjointe, c'est c'est facile pour la conjointe ou le conjoint. Oui, exact. Mais dans les faits, c'est pas toujours facile parce que des fois, je suis pas là. Des fois, il arrive des situations stressantes. Il faut qu'elle épaule ça aussi. Fait que elle mérite de vivre le style de vie qu'elle vit. Qu'elle vit. Elle gagne. Puis aujourd'hui, t'es rendu avec combien d'enfants? 2? Puis est-ce que c'est fini? Je disais l'autre fois, on arrête-tu? Dans un souper de famille, sa famille lui demandait à 2 si tu finis ou. Puis là, moi j'ai levé la main et j'ai dit moi j'en veux d'autres, mais avec une autre. Ils ont pas ri. Non, c'est pas tellement drôle. C'est pas tellement drôle. Ce que j'ai dit, premier souper de Noël dans ma belle famille. Qu'est-ce que t'as dit? On était à la table au chalet, puis tout le monde jasait de n'importe quoi. Puis à un moment donné, puis moi, ça faisait 2-3 mois que j'étais avec elle, tu sais. Un petit nouveau copain, là, tu sais. Puis là, ils sont là, toi, Charles, tu veux-tu des enfants? Puis là, tout le monde me regarde, devrait une vingtaine, puis je fais, oui. J'attends juste de trouver la bonne.
On finit là-dessus. On finit là-dessus. Écoute, merci Charles d'être venu dans mon podcast. J'apprécie. J'ai trouvé ça vraiment cool. Bien que ça a l'air vraiment compliqué de te rejoindre, comme je te disais, on dirait que tu es un président des États-Unis. Là. Fait écoute, il y a quand même des critères là, quand même là, pour pouvoir t'inviter. Félicitations. Ouais, j'ai pensé. Félicitations, t'as passé à travers. J'ai passé à travers pour pouvoir t'inviter dans mon podcast. Mais je suis super contente. Puis je suis sûre que les gens qui vont écouter ça vont en apprendre beaucoup. Là. Merci à toi. Merci.